Bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Et aujourd'hui, un épisode spécial avec une invitée toute particulière. On est ravis de te recevoir, Clarisse. Alors, il y a plusieurs prononciations à ton nom. Je vais choisir la prononciation belge. Oui. Clarisse Bouwens. Oui. Presque. Bouwens. Bouwens. On y est bon. Bouwens. Et donc, on va explorer ton univers, ta carrière, ta façon de voir les choses. Ça va être super intéressant. Et on a une palourde de questions. Ça n'existe pas, mais je viens de l'inventer. Ça veut dire qu'on en a beaucoup. Alors oui, une palourde de questions. C'était très clair, en fait, j'ai trouvé. Oui, ça parlait, voilà. Ça, c'est les bons néologismes. C'est quand tout le monde comprend ce que tu veux dire, mais ça n'existe absolument pas. Ouais. Et qu'après, on te dit, t'es sûr que ce mot existe ? Et puis tu te dis, mais complètement, oui. Absolument. Il y a un côté estival, t'as besoin de vacances. Oui. J'ai besoin de gagner au Scrabble et j'ai besoin de vacances. On a tous besoin de vacances. C'est vrai. De quoi ? Oui, alors oui, on parle à quelqu'un on parle à quelqu'un qui ne connaît pas ce mot non plus. Plus, malheureusement. Bon, pour introduire cet épisode, Clarisse, comment est-ce que tu te présenterais en deux lignes à quelqu'un comme ça ? Je me présenterais en disant que ce n'est pas possible de me présenter en deux lignes. C'est un raccourci un peu trop facile, mais tu as de la chance, on a du temps. Non, c'est bon. Alors, en deux lignes, je suis auteure, éditrice et régisseuse. Et ben voilà, un peu couteau suisse, vu qu'en plus on est en Suisse, un peu multitool. Mais mon métier principal, c'est quand même celui d'auteur et d'éditrice, mes métiers principaux. J'écris des livres pour les enfants de 5 à 8 ans, de 9 à 12 ans et de 12 à 14 ans, donc littérature jeunesse. Et comme les gens sont toujours très fascinés quand on leur dit qu'on travaille dans le cinéma, je ne suis pas actrice. Je travaille dans la réalisation des films, donc dans les équipes techniques. Bien qu'il m'arrive de faire de la cascade en moto, de la doublure et des choses comme ça, je ne suis pas comédienne. On parlait de multitool, ouais. Voilà. Okay. Oui, et puis alors, multitool, quand on remonte un petit peu dans ta biographie, j'ai été assez impressionnée par la liste des métiers que tu as exercés. Oui. Parce que, alors, si je reprends nos notes, on a monitrice de ski, monitrice de karaté, hôtesse de l'air, travail dans la microchirurgie ophtalmologique, éducation canine, pension canine, travail chez Decathlon, dans l'hôtellerie, dans la restauration, des études de criminologie et de psychologie, et même détective privé. Mm-hmm. On a aussi toute une partie musique. Tu as fait le conservatoire, tu joues du piano, tu chantes, tu as fait des concerts. Tu fais encore ça ? Non. Enfin, je chante. On se demande pour moi, pourquoi, quoi, mais... parce qu'entre 2h et 3h du mat, tu pourrais, quoi. Mais non, les voisins n'aiment pas à cette heure-là, bien que j'ai pas beaucoup de voisins avec mon van, mais... C'est ça. Oui, parce que le van, on en parlera aussi. Parce que le van, c'est la partie que je trouve extraordinaire. Tu as un van aux couleurs de Mysterian. Donc ça, tu vas nous en parler aussi, qui a fait que je t'ai repéré. Et beaucoup de gens sont, dans mon cas, je pense. Ouais. Donc ça, c'était une opération assez sympa et qui te singularise. Et donc, comme tu nous le disais, et on le comprend bien, toutes ces expériences, multiples expériences professionnelles, elles ont, t'as employé ce terme en off, elles ont nourri ta banque de données, ce que j'ai bien aimé, parce que tu réutilises ces expériences dans tes livres, dans Mysterian, j'imagine, criminologie, détective privé, etc. Ça doit... Mais même tout le côté éducation canine, il y a un chien dans la série, donc forcément, des fois, je suis obligée de mettre des pics par rapport à l'éducation des chiens ou aux erreurs. Enfin, en fait, j'explique aux enfants je leur donne des astuces de dressage en fait via comment les jumelles sont avec leurs chiens. Il y a même ma vie d'hôtesse de l'air qui rentre dans un des chapitres où les filles sont dans l'avion et puis elles se demandent comme tout le monde pourquoi est-ce qu'on doit fermer les volets au décollage. Oui, mais alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le pilote et les hôtesses de l'air, si ça brûle, ils voient pas, ils sont devant, il n'y a pas de rétroviseur un avion. Donc si nous on ferme tous nos fenêtres et qu'il y a une panne au décollage, il n'y a personne qui le voit. Donc en ayant une fenêtre ouverte et en voyant potentiellement un réacteur prendre feu, flamme ou quoi, on peut avertir. Donc c'est juste pour ça qu'on vous casse les noix avec laissez vos sièges droits, etc. C'est parce qu'en fait, il y a des raisons. Mais pourquoi est-ce qu'on les ferme ? Bon, alors pardon. Parce qu'une fois que t'es en vol... Quand il fait nuit, pourquoi est-ce qu'il faut les fermer ? Au décollage, non.
Ouais, mais quand il fait nuit, on te dit ferme tes petits... Tu peux, c'est pas une obligation. Tu parles du claps ou de la fenêtre, là? Le hublot? Ouais, le hublot. Au décollage, ça doit toujours rester ouvert. Et c'est après, en cours de vol, tu fais ce que tu veux, parce que de toute façon... Moi, toutes les fois que les dernières fois que j'ai été en avion, ils étaient vachement directifs sur ferme ton hublot la nuit. Alors, je sais pas où t'as volé, ni avec quelle compagnie. Moi, ça fait aussi... On va pas insister là-dessus, mais moi, ça fait 5-6 ans que je suis piloteuse de l'air, mais... je vais changer de compagnie immédiatement. Bon, d'accord. Donc voilà, oui, finalement, tous mes métiers, toutes ces expériences aussi insolites aient-elles été, sont d'une manière ou d'une autre dans mes livres. Donc j'aime beaucoup comparer, j'aurais peut-être pu résumer la question départ de me présenter en 2 lignes, un puzzle à 200 pièces, enfin assemblé, qui fait enfin sens. Parce que dans mes nombreux métiers, j'ai souvent dû justifier mon CV en fait. Et ça, parce que si je me place comme recruteur, tu fais un peu peur parce que t'es instable, c'est ce que diront les gens. Ouais. Et en même temps, maintenant, avec toute l'expérience que j'ai eue et tout ce que et la confiance en moi qui s'est développée au fil de ces années, là, je suis au stade où propose-moi un job qui me sollicite et je serai stable. Mais si tu me proposes un job où je vais m'embêter après 2 mois, c'est clair que je ne vais pas rester. Et la plupart des métiers aujourd'hui, je trouve, ne demandent pas aux collaborateurs d'exploiter leur imagination. Pas dans les métiers d'écriture forcément, mais dans la plupart des métiers, il faut surtout pas être trop créatif, surtout pas trop être imaginatif parce que ça va chambouler les années d'entreprise, etc. Et puis voilà, moi, dans la plupart des métiers que j'ai fait avant celui d'auteur, d'éditrice, et dans le cinéma, après 4 mois, j'avais fait le tour, en fait. C'est-à-dire que dans tous ceux que j'ai cités, à part, je mettrais à part les études de criminologie et de psychologie sur lesquelles il faut qu'on revienne. Oui. Mais c'est vrai que toutes les autres professions, en même temps, hôtesse de l'air, la place pour l'imagination et la créativité, on comprend que, à part audacieusement dire « ferme ton hublot, on va voir ce qui se passe ». Mais je pense que tu as fait des professions qui étaient très cadrées. Ouais. En fait, j'ai essayé de rentrer dans le moule. Mm-hmm. Et puis tu t'es aperçu que ça convenait pas. Non. Et du coup, quand tu as pris, parce que ces études, je suis un peu fascinée, je suis désolée, donc j'y reviens, mais les études de criminologie et de psychologie, c'était le après début. Avoir fait. C'était au début. C'était tout au début. D'accord. En fait, on parlait dans le off du podcast des rêves, du rêve du van, etc. En fait, quand j'étais petite, un vrai rêve, c'était de travailler dans la police plus tard. Et ce rêve-là, il a été déclenché, si je puis dire, suite à un cambriolage qu'on a vécu dans ma famille qui m'a un peu traumatisée dans le sens que, j'essaie de la faire super brève, on était en vacances, le voisin a vu des gens dans notre maison, il a sauté par-dessus chez lui, il a couru chez nous, il a failli se faire renverser par la voiture et finalement ils avaient retourné toute la maison. Et donc nous on était en vacances, tout va bien et tout. Les parents nous ont rien dit à ma sœur et moi parce que ça servait à rien que les vacances des 4 Goens se soient sabotées. Donc quand on rentre en Belgique, on retrouve la maison sans dessus-dessous. Et notre voisin nous dit qu'il a juste eu le temps de voir que c'était un homme grand et corpulent, un homme petit et fin, qui était dans une voiture, je ne sais plus de quelle couleur, dont la première lettre de la plaque était K. Il était à fond, le voisin. Lui aussi, il avait fait des études de criminologie. Et en fait, une semaine plus tard, je redescends à pied, parce qu'on descendait toujours à pied pour aller chez nous, de l'école à la maison, et je vois une voiture qui roule à 2 à l'heure et qui regarde toutes les maisons avec un grand corpulent et un petit mince, la même couleur, et forcément le numéro de plaque commençait par K. Donc là, j'avais toute la plaque en entier, j'ai pris la plaque, je suis rentrée chez moi. T'avais quel âge? J'étais en primaire, donc j'avais moins de 12 ans, j'avais 10 ans, un truc comme ça. Et dans la lignée des choses, je crois que le lendemain ou le surlendemain, on a eu à l'école des policiers qui sont venus présenter leur métier. Donc j'ai demandé au policier, le commissaire, si je pouvais le prendre à part et discuter avec lui. Et je lui explique tout ça. Et forcément, quand ça sort de la bouche d'un gamin de 10 ans, je ne vais pas dire que ça n'a aucune valeur. T'es bien gentille, ma petite. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, ça n'a jamais rien donné. Et pourtant, en fait, j'avais la plaque, en fait. Oui, j'avais résolu cette première enquête. D'ailleurs, cette histoire en entier ressort dans Mysterian, le tome 4, je crois. Mais là, les policiers écoutent Mysterian, j'espère. Non, non plus, parce que voilà. Mais c'est ça qui explique le fait qu'elle soit devenue un peu, justicière. Et donc ça m'a bien marqué dans mon enfance. Et puis, je suis aussi de la génération Julie Lescaut. Donc, c'était le moment du jeudi soir avec papa et maman. On regardait Julie Lescaut. Donc, j'ai grandi dans ce truc d'enquête, en fait. J'ai lu tous les Hercule Poirot. Donc, j'étais vraiment... j'ai baigné là-dedans.
Et puis, j'ai décidé donc de faire... À ce moment-là, je ne savais pas que ça s'appelait des études de criminologie, parce qu'à 10, 11, 12 ans, on ne connaît pas encore ce genre de terme. Mais je savais que je voulais étudier la police. Et puis voilà, quand j'ai été en âge de comprendre, il faut aller à l'université, faire soit le droit, soit la psycho, et puis après en criminaux. Pour aller en criminaux, en tout cas en Belgique, c'était comme ça. Eh bien, j'ai choisi que j'allais faire psycho et puis criminaux. Et quand j'ai fini mes études, assez tôt, à 22 ans, je me suis rendu compte que psychologiquement, j'étais pas du tout solide pour encaisser des dépositions de femmes violées, battues, etc. Et en fait, je me suis dit, je suis prête sur les papiers, mais en vrai, pas. Donc là, j'ai pris un premier changement de direction, et je me suis lancée dans tout ce qui est éducation, pension canine, avec l'idée de faire du chien de police, en fait. J'étais dans une école où on faisait beaucoup de mordants, et donc j'ai mis le costume d'homme d'attaque, on a travaillé du malinois et tout. Et donc, l'idée était toujours quand même un peu dans la direction police. Rester dans cette oui, voilà, certes, rentrer par une autre porte que la porte traditionnelle. Et puis, en fait, en cours de route, dans cette formation, dans cette école de comportementaliste, je me suis rendu compte, mais en fait, tous les gens ont des chiens qui ont au moins un problème. Des chiens qui tirent, des chiens qui sautent, des chiens qui bouffent tout. Et en fait, ce que je suis en train d'apprendre pourrait aider tellement de gens. Donc, j'ai ouvert mon entreprise de comportementalisme. Et en fait, ça a marché, mais du tonnerre tout de suite. On m'appelait... Là, t'étais en Belgique. Ouais, là, j'étais en Belgique. Ouais. On m'appelait celle qui fait des miracles avec les chiens, pour te dire. Et donc là, je me suis dit, OK, de toute façon, la criminaux, peut-être un jour, je rentrerai là-dedans, mais là, je kiffe trop cette histoire de chiens. Et puis, c'est tellement chouette on appelle construire et conduire des chiens, que j'ai trouvé ça... Enfin bref, je me suis vraiment bien plu là-dedans. Et puis, à un moment, s'est posé la question, en fait, j'avais quand même depuis toujours envie d'aller en Suisse. Est-ce que je n'y vais pas parce que j'ai une entreprise qui marche, et puis plus tard, je me le reprocherais parce que, en fait, le travail, c'est pas toute la vie. Et donc, j'ai décidé du jour au lendemain de faire mes affaires. Je suis partie en Suisse. T'aurais pu délocaliser Oui, alors au ton début, entreprise, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Je ouais. voulais faire une filiale belge, une filiale suisse. Sauf qu'en fait, moi, je suis arrivée en Suisse, aucun de mes diplômes, aucun n'était reconnu. Bienvenue en Suisse. Ni mes études de psycho, ni de criminaux, ni même mon papier en Belgique. J'ai fait 1000 heures de formation. Et en Suisse, ils voulaient me proposer 100 heures un samedi sur 2 pendant 1 an. Je disais, mais les gars, moi, pendant 1 an et demi, j'ai fait 3 jours par semaine de formation. Et là, vous prétendez m'apprendre la même chose en un samedi sur 2 à raison de 100 heures. J'ai suivi 2 cours et après j'ai pété une case, quoi, parce que ce que le gars il disait, mais en fait je pouvais lui montrer presque avec tous les chiens qu'il y avait là que c'était pas vraiment vrai, quoi. Donc en plus je me suis pas bien fait de voir dès le premier cours. Donc voilà, je me suis dit il me faut un plan B ou un plan C, je sais plus à quel plan j'étais. Et puis ça c'était quand dans 2016. 2016, d'accord. Et en fait, j'ai trouvé un métier... j'ai fini à la CSS, donc à l'assurance maladie, mais pas en tant que malade, mais en tant que téléphoniste. Donc, je passais de chef d'entreprise à téléphoniste. Ouais, je pense que, comme tu disais, on a vite fait le tour un tout petit peu et se dire je ne vais pas passer ma vie... Exactement. Mais en fait, j'avais besoin de ce métier pour avoir mon permis B. Parce que j'étais en Suisse avec à peu près aucun permis, et ça faisait déjà le contrat à la CSS, je l'ai eu en octobre, mais ça commençait qu'en janvier. Et je commençais à écouler mon quota où je pouvais être en Suisse sans... Enfin, au-delà de la durée des vacances, quoi. Oui, alors pour les auditeurs qui nous écoutent, on rappelle que la Suisse, pour les Français et les non-Suisses, que la Suisse n'étant pas dans l'Europe, il faut effectivement un permis de séjour, et que le permis de séjour, pour qu'il soit, comme tu viens de l'expliquer... dans l'idéal, il faut un travail. Un peu plus de juste, je me balade et je visite la Grison. Il faut un travail, en effet. Voilà. Et ça, comme aucun Suisse ne sait ce qu'il faut faire, vu qu'ils ont tous les papiers depuis qu'ils sont nés, eh bien, je me suis retrouvée la petite Belge en Suisse. C'était horrible. J'ai pleuré, mais tellement, parce que c'était comme... Voilà, pour ce document-là, il faut ce document-là, mais pour celui-là, il faut ça, pour celui-là, il faut ça. Et en fait, tu sais pas où elle commence, la boucle. Et aucun Suisse peut t'aider, parce qu'ils en savent rien. Et à la commune, ils savent pas. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et donc finalement, quand j'ai eu ce contrat de travail, je me suis dit, bon, ok, ça va me permettre peut-être d'avoir tout gentiment un permis B. Et en fait, ils ont fait d'abord 6 mois de travail sous un permis provisoire de 6 mois, et après seulement le CDI qui te permettait d'avoir le permis B. Donc il fallait de toute façon que je tienne 6 mois dans cette entreprise. Et puis... Et t'as tenu combien de temps ? 6 mois et 1 jour. Ça c'est à peu près... J'espère que personne de mes collègues m'écoute, mais ça s'est à peu près passé comme ça. Et en fait, j'ai voulu donner ma démission. Et le jour où je voulais la donner, il y a
quelqu'un d'un autre département, d'une autre équipe qui est venu me trouver en me disant voilà, ça fait un petit temps qu'on t'espionne et on aimerait bien que tu bosses dans notre département. Sauf que ça commence en janvier 2028. Non, j'ai dit quoi 2018 du coup, ouais. Oui. Et en fait, j'ai tenu 1 an au téléphone et après, j'ai tenu 2 ans dans l'autre département. Donc, qui était un peu mieux, donc. Oui. Voilà, tes collègues ne nous écoutent pas. Donc, et ça, en parallèle de ça, donc ce boulot alimentaire, tu t'installes en Suisse, tu vis en Suisse, donc Oui, j'ai fait la formation de détective parce que j'ai pas non plus renoncé l'idée, c'est à ce moment-là que j'ai fait celle de détective, de faire de la crimino, mais en Suisse, en sachant que ça va être encore plus compliqué, vu que tout ce qui est criminologie, c'est au moins le permis C, étatique, vu que ce sont des jobs étatiques. Donc, bref, j'arrive en Suisse, en fait, je me rends compte que plein d'options se ferment à cause de ma nationalité, de mes papiers, donc à moi d'en ouvrir d'autres. Et ça a été un petit challenge. Et pourquoi tu voulais venir en Suisse absolument ? Parce que, ce podcast, il va durer des heures. En 1974, mon grand-père maternel a acheté un appartement en Valais. Et moi, j'ai passé, mes parents, ma mère allemande et mon père belge se sont rencontrés là, dans cet appartement. Et puis, du coup, moi, j'ai passé toutes mes vacances, du ventre de ma mère jusqu'à mes 18-19 ans, toutes mes vacances scolaires là, en fait. D'accord. Et j'ai toujours adoré la Suisse, et je me suis dit, mais en fait, un jour, j'ai envie d'aller en Suisse. Et un jour, j'ai rencontré un Suisse qui n'a pas voulu que je vienne. Donc là, je fais un gros raccourci, qui n'a pas voulu que je vienne pour lui en Suisse. Du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'attendre un gars pour bouger mes fesses si ce que je veux, c'est d'aller en Suisse. Donc, j'ai pris mes affaires, je suis partie en Suisse. Et là, il m'a dit, tu peux venir chez moi. En gros, le gros raccourci. Et donc, voilà, j'ai habité 5 ans chez mon ex-copain, du coup, chez les Vaudois, donc pas en Valais. Et puis maintenant, je suis dans l'appartement, dans mon van principalement, mais de temps à autre dans cet appartement. Voilà. De ton ex ? Non, l'appartement de mon grand-père. Du grand-père. De grand-père, pardon. Maternel. Pardon, je vais... Non. Okay. Elle est vanleisanne, en fait. Voilà, ouais, on l'a pas encore fait, celle-là. Merci. C'est pas mal, il m'a fallu un petit temps. C'est lui, ça, c'est... Oui, non, mais c'est ça, j'arrête, je te dis. À cette époque-là, donc, entre ton job alimentaire pas excitant, détective, mais en n'étant pas sûr que ça se concrétisera sur autre chose, t'écris ou pas ? Eh bien, vu que je ne fais jamais une chose à la fois, mais toujours 10, c'est là que ça a commencé, en fait. Quand j'ai commencé mon merveilleux métier assez ennuyant, j'ai décidé que pour survivre, il fallait que je fasse aller mon imagination. Et j'ai commencé à écrire mon premier roman, donc en 2017. C'était déjà Mysterian ? Non, absolument pas. C'était déjà de la jeunesse ? Non, en fait, c'est vraiment extraordinaire. Il est où ce roman ? Ce roman, j'espère que jamais personne ne le trouvera. Mais ce roman, je lui dois tout. Occupe-la, je vais fouiller le van. Il n'est pas dans mon van. Il est caché dans une banque et dans un coffre. Alors, occupe-la, je kidnappe le chien. Ça, c'est l'otage, quoi. Bah oui, on n'a plus que ça. Et non, en fait, ce roman, je lui dois tellement tout que d'ailleurs, ma maison d'édition porte un nom qui est en lien avec ce roman pour boucler la boucle. Et le tome 10 de Mysterian aussi. C'est en fait... Donc, j'ai écrit... Quand je me suis dit, OK, je veux écrire... qui était d'ailleurs une réflexion de Clarisse disant « Un jour, si j'ai le temps, j'écrirai un livre, parce que j'ai toujours trop de trucs dans ma tête. » Et donc, on arrive 20 ans plus tard, Clarisse qui a le temps parce qu'elle s'ennuie à son bureau. Et j'ai commencé à écrire en me disant « Bon, OK, un auteur, c'est quoi ?» Et en fait, je suis rentrée dans tous les clichés possibles et imaginables. Un auteur, c'est Guillaume Musso, comme tous les débutants qui n'ont pas suivi d'études littéraires, en fait. Et donc, je me suis dit, OK, donc ça veut dire qu'il faut que j'écrive un polar. C'était clair que ça allait être de l'enquête parce que j'ai grandi là-dedans. Et donc, voilà, pour adultes. Et Clarisse, grande ignarde, se lance dans la rédaction de son premier roman. Et en fait, Clarisse fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et j'adore ce roman dans le sens que ça a été 3 ans d'entraînement. Oui, quand même. Donc, en fait, tu t'es bien donné dessus. En fait, le truc, c'est que j'ai tellement fait tout faux que c'est normal que ça m'ait pris 3 ans. Je suis partie en mode, les personnages, ils sont dans ma tête, donc je les connais, donc j'ai pas besoin de fiche personnage. Le plan, je savais même pas qu'on faisait des plans, en fait, vu que j'étais pas formée à ce moment-là. J'ai écrit au fur et à mesure de mes idées. Bon, il y en a qui font ça. Hein, oui, mais je sais qu'il y en a qui font ça, mais c'est toujours des cas où ça dure super longtemps, en fait, la rédaction, j'ai l'impression.
C'est pas une histoire Pas nécessairement, mais je pense que c'est des techniques qui sont... de toute façon individuelles et en fonction des profils. Peut-être qui te correspondaient pas. Ouais, à ce moment-là, ça me correspondait pas. Ouais. Et en fait, donc pendant 3 ans, j'ai essayé de pondre ce roman. Et le problème majeur que j'avais, c'est que vu que j'avais quand même une vie très active, j'écrivais une fois tous les X. Et à chaque fois que j'écrivais, il fallait que je relise. Et du coup, je trouvais ça tellement nul que je corrigeais. Donc en fait, j'ai passé 3 ans à réécrire à peu près. Bon, j'ai quand même fait 35 000 mots, ce qui équivaut à un Mystériane actuellement. Et en fait, après 3 ans, je me suis dit, bon, en fait, j'arrive pas, ça marche pas. J'abandonne pas l'idée d'écrire, donc je m'inscris dans une école d'écriture. Et j'ai compris, en fait, pourquoi j'avais pas réussi à écrire. J'ai compris l'importance des fiches personnages, des plans, etc. Et après cette formation, je suis passée de 3 ans avec pas de roman terminé à 3 semaines et j'avais écrit mon tome 1. Donc, pour moi, cette formation, c'est un joli grand écart. 3 ans, 3 semaines, il n'y a pas photo. Et là, maintenant, j'écris les romans en 1 semaine. Mais parce que j'applique cette technique, bon, forcément, je l'ai peaufinée à ma sauce au fil des 12 romans écrits. Mais en fait, ce qui a été génial avec ce premier roman poubelle, ou roman test, c'est qu'il m'a permis de valider tout de suite ce qu'on m'a enseigné en formation. Et pas de dire, vous êtes sûr qu'il faut faire des fiches personnelles, vous êtes sûr qu'il faut faire des plans. J'étais là, ah mon Dieu, c'est parce que j'ai pas fait ça et ça que ça va marcher. Donc j'ai validé direct ce qu'on m'a appris. Et après, ça m'a permis de lancer Mystériane assez rapidement. Et Mystériane, comment est-ce qu'elle est arrivée ? Parce qu'on passe de polar, psycho-thriller adulte à littérature jeunesse. Ouais, mais littérature jeunesse avec quand même toujours une ce côté enquête, un petit peu super-héroïne. Ouais, mais il y a quand même un grand écart, je trouve. Oui, il y a un gap, en fait. Clairement. Et ce gap, il est arrivé grâce à 2020-2021, 2 ans de voyage avec mon ex et son van à travers l'Europe. Et en fait, pendant ce voyage, j'ai pu me reconnecter à moi-même, à ce que j'aimais. Et en fait, je me suis rendu compte que systématiquement, quand je voulais relire un livre ou réécouter des cassettes audio, eh bien, c'était des trucs de mon enfance. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était la littérature adulte, les cassettes. Bon, là, c'était plus sous format cassette, vu qu'on n'a plus de Walkman cassette. Mais bref, c'était la version YouTube ou peu importe de ce que j'écoutais quand j'étais petite. Et la en littérature jeunesse, tu veux dire. Exactement. J'écoutais des audios jeunesse et je lisais des histoires jeunesse. J'ai replongé dans ça et en fait, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je kiffe. C'est ça que j'ai envie... Enfin, si je kiffe ça, potentiellement, j'arriverais mieux à l'écrire qu'un livre adulte. Même si j'adore la littérature adulte, on s'entend. Mais et ça appelle des choses. Oui. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a beaucoup un référentiel. C'est marrant parce que c'est le paradoxe entre tu bouges beaucoup, tu vas beaucoup de l'avant et t'aimes bien changer. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un gros ancrage dans l'enfance. Enfin, t'as dit, il y a quand même ta famille, ça reste un socle. Et puis là, la part du grand-père. Et voilà, donc ça résonne un peu comme ça, ce que tu es en train d'expliquer, qu'il y a ce référentiel pour toi de tes héros d'enfance, et j'ai l'impression. Ouais. Et c'est comme ça qu'à partir du moment où j'ai accepté qu'on pouvait aussi ne pas rentrer dans les clichés, Musso, etc., et être un auteur jeunesse, il y a plein d'autres choses qui existent à part Musso. Oui, non, mais je l'ai toujours lu en premier, parce que voilà. Oui. Mais pour pas citer 20 auteurs, à partir du moment où j'ai accepté ça, tout s'est aligné, mais à une vitesse. Le personnage Mystériane, qui n'est je ne vais pas spoiler mon personnage, mais en fait, Mystériane est vraiment tout un truc sur l'identité de Mystériane. Et tout ça, c'est arrivé super vite. Et la première intrigue, le tome 1, Mystériane contre les voleurs de bijoutiers, tac. C'est bien, on le voit. J'ai vu l'intrigue, c'est une amie qui est artisane bijoutière qui a posté sur les réseaux sociaux qu'elle a été victime d'un cambriolage mais vraiment particulier. Lui aussi, il avait de l'imagination, son fameux cambrioleur. Et en fait, je tenais l'intrigue du tome 1. Et puis, j'avais les outils, donc j'avais la formation. Et puis, et en plus, on était coincés dans un canyon pendant la première ou deuxième vague de Covid, je pense. Ou peut-être la troisième, je ne sais plus. Bref, c'était aux alentours de novembre 2020. Ouais, tu me rassures un peu parce que quand tu as dit 2020-2021, je me suis dit... Oui, on est parti en plein Covid. Et là, on a fait un road trip. T'étais la seule à te balader. Pas la seule, parce qu'on a rencontré plein d'autres personnes. Mais bien sûr. Effectivement... C'était pas simple, je pense. Pour nous, ça a été super simple, en fait. Ah ouais.
C'était même, je pense, la meilleure période pour voyager. Je pense que tu as accès à la nature, alors que ceux qui étaient en appart, qui ne pouvaient pas trop sortir, avaient moins accès, tu vois. Ouais, mais ça dépend, tu n'étais pas censé circuler, quoi. Ça dépendait les pays, en fait. Nous, on était côté Grèce, Turquie, etc. Je veux pas dire qu'ils en avaient rien à secouer, pas du tout, mais c'était pas du tout la même chose. Oui, on a quand même fait, on se l'est quand même fait très discrète. On est resté quand même, on a fait tout ce qu'il fallait, mais où on était avec notre van, quoi. Et donc là, on était en Crète et dans un canyon, et j'avais les 2 bras tendinités. Donc j'ai pas pu profiter de toutes les voies de grimpe, etc. Donc je suis restée dans mon van, et puis en fait j'ai commencé à écrire cette fameuse enquête, cette première aventure de Mystérienne. Et là, alors quand tu commences à écrire, donc il y a toute cette inspiration, etc. Les étoiles salines, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. On aura l'occasion d'en parler un peu après. Mais quand tu écris ce roman, alors il y a cette envie de raisonner par rapport à ton passé, à ton enfance, d'appliquer aussi les connaissances que tu as acquises avec ta formation d'écriture. Et puis tu as déjà une idée de ce que tu vas en faire après, dans le sens tu penses déjà maison d'édition ou pas, ou parce que tu connais pas du tout le milieu. Je connais pas le milieu, et je crois que c'est ça aussi qui m'a, entre guillemets, réussi, c'est que je n'avais aucune ambition pour ce livre, en fait. C'était juste, j'ai envie de le faire depuis finalement tellement d'années que je le fais. Tu fais ton petit plaisir. Voilà, j'écris mon livre pour moi, en fait. À la base, c'était ça, j'avais pas vraiment l'ambition et encore moins de chercher des éditeurs. Et en fait, quand j'ai commencé à le faire lire à gauche et à droite, les retours ont été assez positifs. J'ai engagé une illustratrice pour la couverture, j'ai engagé une correctrice éditoriale. Donc je me suis quand même renseignée qu'est-ce qu'il faut pour qu'un livre soit d'apparence professionnelle, même si c'était pas une maison d'édition. Est-ce que tu commençais quand même, malgré tout, du coup, à te dire encouragé par ces... Non, même pas, en fait. Même pas. C'est juste que je voulais avoir à la fin, pour moi, un livre qui ressemble à un vrai livre. Et du coup, comment on fait pour avoir un vrai livre ? Donc là, il n'y avait pas encore d'ambition quelconque, en fait. D'accord, donc juste un objet qui sera pour toi, éventuellement ton cercle très très privé, pour des cadeaux, et puis mais qui fasse pro, en fait. Je voulais quelque chose qui fasse pro. Et ça, c'est mon côté perfectionniste, en fait, je pense. Et du coup, j'avais assez rapidement ce produit professionnel. Et comme j'étais en voyage pas à l'autre bout du monde, mais pas près de mes proches et tout, c'était de toute façon pas quelque chose que j'allais pouvoir leur vendre facilement. Donc je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux toucher quand même ma famille facilement? Alors là, je sais qu'on est en Suisse et que c'est pas trop le truc qui plaît, mais je suis passée par Amazon, parce que Amazon, on peut au début faire de l'impression à la demande. Donc ça veut dire si quelqu'un commande un livre, Amazon imprime un livre et il y a un livre qui sort. Donc ça veut dire que moi, étant en Grèce, en van, j'ai pas besoin de m'imprimer un stock de 1000 livres, sans savoir quoi en faire, sans avoir de dépôt ni rien. Donc je me suis dit, pour commencer, et puis en plus pour ce que j'ai envie de faire de ce projet, donc à savoir au début rien, l'impression à la demande, c'était bien en fait, ça m'arrangeait. Donc tu as découvert l'auto-édition sans savoir que c'était l'auto-édition. J'ai vu que oui, c'est ça, j'ai vu que ça s'appelait en fait oui, en lisant comment publier en cherchant, finalement je suis tombée là-dessus. Et en fait le livre, mais il s'est vendu bien et vite. Et moi, j'étais là, mais ok, comment ça se fait? Et alors que là, à ce stade-là, il y avait zéro pub, il n'y avait rien du tout. Tu l'as mis sur les réseaux et pam, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Alors aussi, la période Covid, c'était une période où, au niveau des livres... ça marchait bien. Ça marchait bien. Et puis, comme les librairies étaient fermées, tout le monde était effectivement sur Amazon. En ligne ou des choses comme ça. Tu n'as pas fait de promotion, ce bouquin? Ça fait déjà 4 ans, donc je me souviens pas trop, mais non, je pense. Enfin, j'ai mis des photos sur les réseaux sociaux, mais à ce moment-là, j'avais 200 followers, donc c'était pas les 5000 de maintenant, donc c'était vraiment. Je démarrais de rien, en fait. J'aime souvent dire tu connais la métaphore commencer au bas de l'échelle? Eh ben moi, j'ai même pas commencé au bas de l'échelle parce que j'avais pas d'échelle. Moi, je suis allée chez Ikea, j'étais au rayon échelle, et comme j'avais pas les thunes, j'ai pas pris l'échelle facile, j'ai pris le kit à construire soi-même, et quand j'ai commencé à démonter, j'ai vu qu'il n'y avait pas de mode d'emploi, donc j'ai commencé à monter mon échelle, et puis j'ai commencé au bas de l'échelle. Voilà, ça c'est ma version. C'est pas mal. De l'expression. Ikea, il te reste toujours une pièce à la fin, tu sais pas à quoi le faire. Oui, exactement. Merde, est-ce que ça va tenir? Et donc voilà, aujourd'hui j'ai rajouté des extensions à mon échelle, mais... Donc oui, premier roman, et ça marche en fait. Donc évidemment, ça t'encourage. Exact. Et en plus... Et là, tu commences à te dire, tiens, il y a peut-être un truc à creuser. Attends, définis, ça marche. Ça marche selon tes attentes ou ça marche vraiment, ça vend bien? Il y a vite une centaine de livres qui partent en n'ayant rien fait en fait, finalement, en étant à distance. Et ça situe les choses pour nos auditeurs aussi. Ouais.
Et je me souviens, les caps, le premier cap, c'était 600 livres après pas longtemps, après quelques mois. Ouais, là, tu sais que c'est pas la famille, quoi. Non. Exactement. Et après, il y a eu le cap des 1000, et maintenant, on est aux 20 000 en 4 ans. Donc, oui, en fait, j'ai vu par les chiffres que ça marchait. Et, marchait. Je reviens, désolée, sur Musso. 20 000 livres, c'est ce qui vend sûrement la première seconde de la sortie. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Non, mais ce que je dis, c'est que 20 000 livres, pour certains auteurs, c'est rien du tout. Et puis pour d'autres, et en fonction des moyens mis en place, c'est énorme, quoi. Ouais. Mais je dirais que pour la littérature jeunesse, vraiment au-dessus de la moyenne, quoi qu'il en soit. Pour la jeunesse, en tout cas. Si on cite pas Musso et compagnie, mais c'est quand même la preuve en est qu'on est venu te chercher après. On va en parler un peu plus tard. Et que ton succès n'est pas resté... Voilà, il y a les gens qui furettent et qui t'ont repéré, pas seulement à cause du vin. Et en fait, pendant le tome 1, c'est là, pendant qu'on était dans ce canyon en Grèce, j'ai quand même fait un peu... il faut que je sorte la couverture, parce que sinon ça... Mais attends, hop, tac. Pendant qu'on faisait donc un peu d'apnée dans ce fameux canyon crétois, en exercice d'apnée, eh bien, m'est venue l'intrigue du tome 2. Excellent. Donc là, c'était combien de temps après le tome 1 ? J'étais en train d'écrire le tome 1, en fait. Ah, d'accord. Donc il était même pas encore... Tu as découvert que c'était une série. Ouais, à peu près. Donc j'étais en train de faire un exercice avec mon ex-compagnon. On était dans la mer grecque, à une dizaine de mètres de profondeur, et on se cross-check, vu qu'on est en apnée et qu'on n'a pas de machine. Si ça part en sucette, c'est grave. Ouais. Donc on se surveille là. Et à mon avis, ça devait être le manque d'oxygène. Ma tête qu'on ne conseille pas d'écrire sous hypoxie, c'est moyennement... Ma tête se dit, tiens, et si maintenant, au fond de la mer... un de nous deux disparaissait comme ça sans raison apparente. Et en fait, là, j'avais l'intrigue du tome 2, en fait. Et là, j'étais en train d'écrire le tome 1, donc j'ai gardé l'idée sur le côté. Et puis plus tard, je me suis dit, ah mais ouais, j'avais une superbe intrigue d'apnéiste qui disparaît pendant une compétition. Enfin, donc c'est vraiment, en fait, ça s'est enchaîné. C'est trop forte, on a envie de maintenant de la lire. Moi, je sais pas, je vais être focus sur, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ouais, qu'est-ce qui est arrivé au fond de ce lac, de cette mer ? Et en fait, tout s'est enchaîné sans même que... Je crois qu'à aucun moment je me suis dit et si, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, ça s'est fait tout seul en fait. Ouais, j'ai jamais trop... Ça rejoint un peu ce que tu disais quand on en a parlé en off, de dire tu dis tu t'es jamais mis la pression et c'est un peu pour ça que ça a marché, parce que t'avais pas une espèce de rêve complètement obsessionnel pour dire je veux être auteur, je veux vendre, je veux faire des livres, etc. C'est venu pas tout à fait par hasard quand même, parce que la formation à l'écriture, c'est quand même toi qui y est allé. Mais je pense qu'en effet, ça a certainement joué, parce que t'es assez dans une logique en même temps de ce qui doit arriver arrive, j'ai l'impression. Depuis que je fais ça, oui. Avant, j'étais pas trop comme ça. Mais là, je me suis vraiment rendu compte que... j'ai l'impression que ça pourrait s'appliquer à tout le monde, mais comme je te disais en off, quand tu regardes la courbe de Gauss avec les 68% qui sont mieux plus les écarts types, entre 68% et 70 voire 80% des gens, je pense qu'ils font un métier parce qu'il faut payer leurs factures en fait. Et donc ils sont obligés de travailler, et donc ils sont pas épanouis dans leur travail, et donc ils arrivent pas à ce truc de j'ai vécu une synchronicité de feu de Dieu, un truc que j'aurais jamais cru qu'il allait m'arriver. Et moi, depuis que j'ai osé sortir du conformisme dans lequel j'essayais de rentrer en ayant des métiers traditionnels, depuis que je fais ce pourquoi j'ai l'impression d'être faite, tout s'aligne. Mais c'est vraiment, des fois, je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi. Oui, alors tu donnais, t'as donné pas mal d'exemples. Alors là, c'est le quart d'heure ésotérisme. Mais moi, ça me parle bien, la loi de l'attraction, etc. Tu peux nous donner un exemple? Mais oui, j'en ai un parmi plein. Donc, quand j'ai compris que... là, on est déjà bien loin dans le projet Mystériane. J'ai déjà, je pense, plus de la moitié des romans qui sont écrits. Et dans ma tête, c'est OK, tout gentiment, ça serait bien de voir si je peux envisager des traductions, etc., comment ça fonctionne. Et là, je rencontre quelqu'un qui m'explique, en fait, c'est Luc Feugère, qui m'explique, si tu veux envisager des traductions, il faut aller au Salon du Livre de Francfort. C'est la plateforme pour le livre, c'est là que ça va se passer, en fait. On rappelle que tu parles allemand couramment. C'est ma langue maternelle, en fait, sans jeu de mots. C'est ce qui aide bien. Oui, exactement. Et donc, il me dit, voilà, c'est à Francfort que ça se passe, et c'est un peu comme des ventes aux enchères, etc. Et donc, moi, petite éditrice minuscule, j'ai quand même ouvert ma maison d'édition, mais j'ai pas d'employé ni rien. Et puis, c'est pour tes propres livres, c'est pour mes propres
livre. Et là, je me dis, ok, il faut aller à Francfort. Donc Francfort, je le vois comme le Graal. Et là, surtout, je me dis, mais comment je vais à Francfort ? Je suis... T'as un van, Clarisse. Non, mais alors ça, je sais. Mais comment je m'inscris à ce salon du livre de Francfort, qui était pour moi le truc pour les gros, en fait, les grandes maisons d'édition. Et là, je me dis, bon, ok, il faut que je comprenne comment on va au salon du livre de Francfort. Et c'est le moment où démarre le salon du livre de Bruxelles. Donc je suis à Bruxelles, on va à Bruxelles, on arrive le jour où tout le monde monte son stand, et je passe de mon stand à l'accueil pour aller réceptionner le badge et tout ça, et je passe devant le stand de la foire du livre de Francfort, qui est également en train de s'installer. Et là, je me dis, non mais sérieux ? Je m'arrête, je dis, qui est la personne responsable ? On va me la chercher. Et en fait, je lui explique qui je suis, ce que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'aller à Francfort, etc. La dame, elle dit, dès qu'on a installé notre stand, je viens voir chez vous, parce que là, forcément, tout le monde est dans le rush, donc c'est pas vraiment le meilleur moment. Et effectivement, elle arrive à mon stand, coup de bol ou synchronicité, j'en sais rien, au moment où il y avait tellement de monde devant chez moi ça donne vraiment bien, quoi. Et puis... donc elle voit mon dynamisme, elle me voit parler avec tout le monde, elle voit les couleurs, il y a des life sizers, donc des Mysterian taille réelle, il y a tout, enfin c'est super coloré. Et en fait, quand il y a un petit moment de battement, elle vient près de moi, elle me dit, mais je t'ai inscrit à Francfort en fait, c'est moi qui gère les stands. Voilà. et donc voilà, j'ai ma place à Francfort sans avoir, rien fait, mais en ayant émis l'intention d'aller à Francfort. Et puis... un autre exemple, je me suis dit, bon voilà, maintenant, ce serait bien que j'accède à une certaine émission de télévision pour la suite de mes livres. Ça faisait partie de ma to-do list depuis longtemps, mais j'avais pas du tout le temps de me pencher sur le sujet. Et le jour où je me dis, maintenant, je me penche sur le sujet, j'ai écrit ma lettre de motivation. Je me rends compte qu'en fait, j'ai aucun contact vraiment direct. Donc, je commence à chercher, à fouiller, etc. Et en fait, je me rends compte, par un nom de famille d'un des gars de l'équipe, que je connais sa femme. Et du coup, j'appelle sa femme, et puis elle me dit, mais tiens, voilà les 3 adresses mail directes. Et ça s'est passé en 2 heures, quoi. Donc, il y a vraiment... Donc, c'est bien, on va t'engager comme attaché. Voilà, donc je t'ai trouvé un nouveau métier. Clarisse, c'est assez faramineux de t'écouter. On a l'impression que tu décides des trucs, donc ta liste s'allonge. Et à partir du moment où tu as décidé un truc, tu vas te démerder pour trouver comment il faut faire et finir par le faire. Et ça marche en fait. J'ai l'impression. Ça marche, mais oui, mais ça marche impressionnant. pas tout seul. C'est-à-dire que quand même, voilà, il faut recadrer le truc, mais c'est vachement touchant et t'es pleine d'humilité parce qu'à chaque fois tu dis, ouais, c'est magique, il y a eu les étoiles. Mais alors oui, mais tu te donnes la peine. Oui, aussi, alors on est clair. Les gens qui me disent t'as de la chance, j'ai pas envie de leur mettre 2 baffes parce que non, parce que t'es pas comme ça. Voilà, je suis pas du tout comme ça. Mais je me dis. Maintenant, oui, mais parce que je travaille aussi, on voulait en revenir là-dessus, je travaille 120 heures par semaine, 7 jours sur 7, quoi. J'ai pas cette chance Alors oui, et quand on parle, on dirait que je claque des doigts et que ça arrive. Non, mais parce qu'il y a tout un travail immense qui a été fait avant pour que ça se passe comme ça. Mais il y a un autre exemple que je reviens là-dessus, parce que ça n'est pas dans le monde professionnel, mais je trouve que c'est le même élan. Pendant un des tournages, on tourne à Anvers, et on est sur une immense terrasse, on fait style boîte de nuit et tout. Et dans le restaurant de cette terrasse, il y a une exposition de peinture. Donc ça n'a rien à voir avec le tournage. Je passe et je regarde un peu. Et il y a un tableau. Mais limite, je pleure devant tellement que je le trouve magnifique. Mais vraiment super beau. Un dégradé de vert et de bleu encadré de noir et tout. Je regarde le prix, je dis, bon ben voilà, tant pis. Et quand tu regardes dans mes photos, je te jure, le lendemain, mes parents arrivent en Suisse pour mon anniversaire. Et ils ont dans la voiture un cadre mes parents ont accueilli des Ukrainiens en Belgique, qu'une des Ukrainiennes a fait. Et quand je mets les deux côte à côte, incroyable. Le même vert, le même bleu, la même proportion. Et en fait, elle a fait Mysterian en delta, donc ma Mysterian avec les couleurs que je veux. Et je te jure que je suis là. D'abord, j'ai vu le cadre et en le déballant, j'ai eu un flash en me disant c'est celui que j'ai vu hier. Ils m'ont acheté le tableau. Et en fait, non, c'est pas celui que j'ai vu hier. Et sur le vrai cadre, enfin l'original, si je puis dire, il y a une espèce de chalet avec un peu de... Et ben elle a mis des pierres. En fait, c'est la même chose. Mais c'est juste... Et je te jure, j'étais là. Je voulais ce cadre que je ne pouvais pas m'acheter et je l'ai reçu gratuitement par une Ukrainienne avec Mysterian dessus, quoi. Et en fait, j'ai que ce genre de truc depuis que je suis sur la bonne voie. Oui, mais alors voilà, je pense que bon, après, on achète ou on n'achète pas ce type
croyance entre guillemets, mais je pense que c'est en tout cas tout à fait. Moi, ça me parle assez, le côté t'es aligné, t'es en harmonie, et ça se passe bien. Alors, pour en arriver là, donc on va peut-être revenir à... Rembobine un petit peu dans le temps. Je rembobine parce que là, on a bien dévié. On s'est embarqué dans des trucs magiques, on va revenir... terre à terre. Donc, tu es... Donc, ouais, tu as écrit le premier tome, tu penses au deuxième tome, tu commences à voir que ça marche bien. C'est là que tu commences à te dire ça pourrait être quelque chose dans... C'est quand que tu te dis, ok, je me lance à fond là-dedans, parce que... On parle du van depuis tout à l'heure, mais tout le monde n'est pas au courant pour le van. Mais moi, je vais donner ma petite anecdote aussi. C'est-à-dire que moi, je ne te connaissais pas. Hein, et un jour, j'ai des amis auteurs qui me disent « Ah, mais t'as vu, il y a une nana, elle est sur tous les marchés de Suisse et elle a un van. Et le van, il y a son héroïne dessus et tout ça. Et c'est dingue. » Et puis, je ressentais dans la personne qui m'en a parlé à la fois un mélange d'admiration, de jalousie, de un peu interloqué. Un mélange complexe. Ouais, c'est assez complexe, ces émotions que ça suscite. Et moi, je me dis, ah bon, bah non. Et puis, même synchronicité, moins intéressante pour moi. Quelques temps après, je sais pas, je te croise, mais de loin. Et je t'ai croisé de loin pendant pas mal de temps avant d'aller t'aborder, parce que finalement, je crois qu'on s'est parlé la première fois. Après l'année dernière, où tu étais avec ton van, effectivement, devant l'entrée du truc. Puis après, dedans, et je me suis dit, elle est incroyable, cette nana, il la faut, du haut de plume. Mais tout ça pour dire, je suis en train de me perdre dans ce que je veux raconter, Aide-moi, Cyril. Non, mais... Juste que tu vas au fond des choses, je crois. C'était ça que je... Mais non, c'est autre chose, allez-y. C'est l'histoire à quel moment est-ce que je décide d'en faire un métier? Merci. Voilà. Ouais, merci. Il y en a une qui suit, c'est bien. Ouais, non, mais c'est ça. Mais puis le vin blanc midi, je vous l'ai dit. Eh ben, très tardivement, en fait. En fait, c'est justement à chaque fois que je me suis rendu compte, bon, c'est quoi l'étape suivante? J'arrive au niveau du tome 6, et là... Pardon. Vas-y. Juste avant, on dirait que ça devient naturellement, mais c'est un système que tu as mis en place, c'est-à-dire tu te fais toutes les semaines un rendez-vous avec toi-même où tu te dis j'en suis où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux, etc. Ou ça devient comme ça et c'est dans ta tête? Non, je me fais aucun rendez-vous avec moi-même, c'est vraiment des... Ça a l'air hyper construit quand tu le racontes mais comme oui, ça. mais en fait non. C'est total impro, en fait, pas de méthode. Frustrant. Bon, non, on espérait une méthode. Du coup, j'ai cru que ça pourrait s'appliquer à moi, mais non, en fait. Je te renvoie au rayon échelle de chez Ikea. Oui. C'est les échelons de mon échelle. Honnêtement, je crois qu'à chaque fois, je me dis... Non, parce que tu viens de verbaliser, bon, c'est quoi la prochaine étape? Oui, mais parce que justement, je pense que... Dans ces rails, il y a toujours un moment où tu te dis c'est où la ville suivante quand tu es en voyage dans un train ou quoi. Et je crois que moi, c'est à peu près la même chose qui se passe. Ok, maintenant, si je voulais que ça devienne un peu plus grand, un peu plus... ce serait quoi l'étape suivante? Et au niveau du tome 6, je me rends compte, en fait depuis le début, mais c'est au tome 6 que ça devient un problème, que j'ai pas vraiment accès à des vrais événements du livre parce que je suis auto-éditée. Et le cliché des auteurs auto-édités, enfin qui pose sur eux, c'est que si t'es auto-édité, c'est que t'écris de la merde et qu'il y a personne qui a voulu te publier. Oui, c'est un peu... C'est l'un des clichés. Voilà, c'est l'un des clichés. Sauf que moi, j'avais déjà vendu beaucoup de livres, donc je savais que je n'écrivais pas des mauvaises... des choses... Parce que là, à ce moment-là, t'as eu... pardon, juste pour préciser, justement, je rebondis sur ce que tu dis. T'es au 6e tome, t'es visible en librairie, tu fais des justement dédicaces en librairie. Pas encore tout à fait. Les librairies avec lesquelles je fais des dépôts-ventes, oui. Mais je me rends aussi très vite compte que le dépôt-vente, c'est une galère logistique. Complètement. Donc ça me décourage un petit peu. Et ouais, je pense qu'avant, je sais plus exactement où se passe quoi dans mon étape, mais je me rends compte que si je veux diffuser dans toutes les librairies, il me faut un diffuseur. Et à ce moment-là, comme par hasard, je rencontre Isabelle, justement, qui passe devant mon stand à un marché. Donc, Isabelle Exandry, qui est venue sur du haut de plume. Exactement. C'est un petit monde, le diffuseur chez Heidi. Qui travaille chez Heidi Fusion. Et donc, c'est elle qui m'aborde à mon stand en me disant, en fait, ça serait bien que ce soit en librairie et tout. Et quand elle me fait part des pourcentages qu'a l'auteur quand il passe par un diffuseur, moi, je suis de nouveau refroidie. Donc là, je me dis,
c'est pas un appel, donc c'est pas grave. Je me dis, non, je vais pas passer par ça. Mais en même temps, je me rends compte qu'avec des librairies en dépôt-vente, c'est trop l'enfer. Et donc finalement, dans ma tête, ça prend un peu de temps d'acceptation des pourcentages. Alors, je vais faire, si tu veux bien, une petite parenthèse pour les personnes qui nous suivent et qui n'ont pas forcément la notion de ce que c'est que le diffuseur, etc. On vous renvoie à notre excellent épisode avec Isabelle qui explique tout ça. Mais en 2 mots, quand on est auteur et notamment quand on est auto-édité, soit on passe directement avec le libraire et on fait à ce moment-là ce que tu appelles le dépôt-vente et le libraire prend un pourcentage des ventes et en échange expose le roman sur ses rayonnages et c'est l'auteur qui se débrouille avec la logistique, qui amène ses petits cartons de livres, qui téléphone pour savoir combien il y en a qui ont été vendus, qui fait la facture, qui récupère les invendus à la fin du contrat, etc. Soit on se dit qu'effectivement c'est un petit peu fastidieux et on passe par un diffuseur et un distributeur, les deux étant souvent associés, avec le diffuseur qui va mettre le roman dans son catalogue, qui va en parler au libraire et qui va s'occuper de toutes les commandes qui sont passées. Le libraire va dire je veux 8 tomes 3 de Mysterian, il va pas t'appeler toi, il va appeler le diffuseur et le diffuseur va s'occuper de mettre les 8 romans, de tout ce qui est impression, de ce qui est mis dans les cartons, enfin impression ou pas forcément, c'est toi qui peux... Moi, c'est l'impression, c'est moi, oui. Ouais, c'est toi, donc toi tu fournis simplement le distributeur et puis après eux ils ont leur stock, ils gèrent la facture, ils gèrent les récupérations d'invendus, etc. Et ça, évidemment, c'est un service, alors d'un point de vue logistique, c'est super confort parce qu'en gros tu fais plus rien et tu touches juste les dividendes, mais en échange, tu touches pas beaucoup de dividendes. Voilà. Pour résumer la situation, et je te laisse continuer. Et donc quand j'apprends que finalement je touche que 40% par livre, 40 ou... C'est ça, il me semble. Hein. 40%, mais ça me paraît cohérent. Plus ou moins 40% par livre vendu. Au début, je suis découragée. Et puis finalement, je me dis, en fait, j'ai pas le choix. Et donc, j'accepte ce contrat de distribution-diffusion pour être dans toutes les librairies. Et je me rends quand même compte... C'est en quelle année ? Et donc ça, c'est en quelle année ? La diffusion avec High Diffusion, je dirais que c'était il y a 2 ans maintenant. Donc ce qui veut dire... Ça pourrait être cohérent par rapport au moment où moi je t'ai vu apparaître sur les salons jeunesse, un peu plus, mais qui était moi le moment où je suis arrivée. Ça. Et en fait, ça rejoint le fameux tome 6, c'est là où j'allais en venir en fait, parce que... Oui, tout se joint aux alentours du tome 6. Donc 2023 du coup, parce que à peu près. Oui, non, mais à peu près, juste parce que pour dire on est 2025 maintenant, donc... Exact, mai 2023, plus ou moins, donc début 2023. Donc, je me rends compte que j'ai pas accès au salon du livre parce que je suis auto-éditée. Je me rends compte que les librairies, c'est particulièrement compliqué en dépôt-vente, donc il faudrait un diffuseur. Et en fait, tout ça m'amène à l'étape suivante, il me faut une maison d'édition. Parce qu'en fait... Les maisons d'édition sont quasi systématiquement acceptées au Salon du Livre et les auteurs auto-édités, non. Alors là, je roule des yeux énormément quand je prends conscience qu'en fait, la seule différence, ça va être qu'il y aura un logo de maison d'édition sur mon livre et ça me fait mousser de me dire qu'en fait, si vous lisiez le roman sans le logo et avec le logo, vous verriez que le contenu est le même, c'est de la même qualité, c'est de la même... Enfin, tout est la même chose. Mais bon, voilà, si vous voulez que je sois une maison d'édition pour venir à votre Salon du Livre, eh ben, pas de souci, je serai une maison d'édition. Donc, un peu en rébellion, je crée ma maison d'édition et du coup, c'est très simple pour High Diffusion de diffuser aussi mon livre dans toutes les librairies parce qu'un livre qui vient d'une maison d'édition versus d'un auteur auto-édité, alors que c'est exactement la même chose, mais a été mieux accepté en fait. Ouais, c'est les paradoxes voilà, un peu du milieu éditorial et sur lesquels on discute beaucoup sur ce podcast. Mais voilà, c'est le système exact. Et tu décides sagement de ne pas t'opposer au système et de préserver tes intérêts. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, tu crées ta maison d'édition qui s'appelle Les éditions Corne Blanche. Et là, on revient sur le premier roman écrit pendant mon super métier. Ouais. Ce premier roman s'appelait Hôtel Weisshorn, parce que c'était une intrigue qui se dénouait à la fin dans ce fameux Hôtel Weisshorn. Et je me dis, mais en fait, c'est grâce à ce roman que j'ai suivi la formation, que j'ai accepté que je voulais faire de la littérature jeunesse, que Mysterian est né. Et donc, édition Weisshorn, ça va pas. Édition Corne Blanche, c'est une traduction en français, ça va. Et Corne Blanche, ça fait CB comme Clarisse Bowens. Bam, le tour est joué. C'est pas mal. Et donc, j'ai lancé les éditions Corne Blanche en hommage à ce premier roman qui... Donc là, les éditions Corne Blanche, à peu près au même moment, si plus ou moins juin 2023, à ce moment-là, oui.
tu passes ton contrat avec iDiffusion et tu commences à apparaître en librairie. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a été quelque chose avec le recul? Tu te dis waouh, j'ai super bien fait, j'aurais dû le faire plus tôt. C'était une étape. Alors je ne dirais jamais que j'aurais dû faire un truc plus tôt parce que tout s'est fait quand il fallait que ça se fasse. Et les choses que j'ai essayées trop tôt n'ont pas abouti au moment où j'ai essayé ou ont abouti plus tard. Donc plus tôt, je dis pas, plus tard non plus. Ça t'est arrivé au bon moment. Voilà. Et en fait, ce que ça a changé aussi d'ouvrir cette maison d'édition, j'avais déjà... est-ce qu'on était aux 6000 livres vendus à ce moment-là? Je ne sais pas. Je me suis dit, en fait, je peux maintenant passer à de la grosse impression suisse. Donc là, jusqu'à maintenant, j'étais toujours en système KDP. Je me suis dit, voilà, maintenant, je sais que je vends des livres, et donc je sais que même si j'en imprime beaucoup, ils vont s'écouler. Et donc là, je contacte un imprimeur suisse à côté de à Grandson, Cavin, imprimeur Cavin, et on relance du tome 1 au tome 6 en impression suisse, 1000 de chaque. Ce qui est assez remarquable, on va le dire, parce que sans du tout de jugement, mais de manière tout à fait objective, mais la plupart des maisons d'édition suisses impriment pas en Suisse. Absolument, oui. Donc le fait de faire cette démarche de faire marcher le commerce local sur quelque chose, enfin c'est vraiment une démarche volontaire de ta part, je pense, et qui a un coût, parce qu'entre l'impression suisse et l'impression en Bulgarie ou souvent dans les pays de l'Est où c'est quand même beaucoup moins cher, c'est bravo. En fait, le risque, là on voit que j'étais pas une éditrice professionnelle, c'est que sur le coup, d'en imprimer 6000 d'un coup, a fait un prix à l'unité relativement proche de ce que je payais sur KDP. Donc je me suis dit, en fait, non seulement j'ai des livres de meilleure qualité, mais en plus ils sont imprimés en Suisse, c'est génial. Mais en fait, ça m'a posé un gros problème à partir du moment où j'ai sorti le tome 7. Parce que le tome 7, c'était 1000 et pas 6000 livres. Bien sûr. Et donc là, j'ai commencé à dire, oh purée. En fait, sur le long terme, la stratégie n'était pas très intelligente. Donc j'arrive à la sortie du tome 7 quelques mois après, parce qu'en moyenne, je sors 3 romans par année, donc un tous les 4 mois. Et je suis là avec le devis du tome 7. Ouais, qui est... oh là là. L'équivalent des 6000. Voilà. Et donc là, je pleure, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment plus ou moins du partenariat avec la Poste. Je me dis, ok, je lance le tome 7 et je réimprime le tome 1. Alors, le partenariat avec la Poste, parce qu'on en a parlé en off, mais on n'en a pas parlé... donc, c'était un partenariat d'avoir mes livres dans 100 filiales suisses, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc, grosse visibilité. Parce que la Poste en Suisse, je précise encore pour nos auditeurs, notamment français, parce qu'ils ne doivent pas comprendre de quoi il s'agit, mais la Poste en Suisse vend des produits qui sont des produits qui n'ont rien à voir avec les enveloppes, les choses comme ça, et ils vendent des produits en partenariat avec des indépendants, par exemple comme toi, qui travaillent pas à la Poste ou quoi que ce soit. Donc après, c'est des contrats et tes livres sont visibles dans les... Vous allez acheter vos timbres, vous voyez les livres de Clarisse et vous pouvez les acheter comme dans une librairie. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais c'est aussi... avec un coût, évidemment. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là, et toi, tu t'es engagé, enfin, tu as fait un partenariat à la Poste. Toujours, on va voir petit, parce que pourquoi pas. Donc, 100 filiales directes. C'est quand même juste énorme. C'est le max qu'on peut prendre sans être une grosse entreprise, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je me dis, si je le fais, autant le faire à fond. Et du coup, tous mes livres partent en dépôt finalement avec la Poste, donc je me retrouve avec plus vraiment de stock, et donc je réimprime le tome 1, et puis donc je crois qu'à ce moment-là c'est le 7 et le 1, et le 8 on l'a fait avec le 2 et le 3. Je me souviens plus trop de comment on a agencé, mais en gros j'ai dû doubler, tripler, voire des sorties de livres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve avec beaucoup de tome 2 et de 3 principalement, et un peu moins du reste, mais donc là en fait le seul moyen de réduire les coûts de l'impression suisse, c'était de sortir des nouveautés et de réimprimer en même temps des anciens. Et donc voilà, la bonne idée au début a été vite pour moi un peu une contrainte. Parce que... c'est une question bête, pourquoi dans ce cas-là tu t'es pas dit bon ok tant pis pour l'éthique, j'arrête d'imprimer en Suisse et je vais en Bulgarie? Parce que Clarisse elle aime pas décevoir les gens. Non mais en fait l'imprimeur je m'entendais super bien avec, et puis en fait j'ai aussi vu que quand je présentais mes livres et que les gens étaient éventuellement, je sais pas vraiment si je veux l'acheter,
Si je rajoutais c'est imprimé en Suisse, ah d'accord, alors je prends. Et donc en fait j'ai vu que aussi d'un point de vue marketing, ça augmentait, ou en tout cas les personnes qui étaient, je ne sais pas, ils achetaient. Ouais, et après ils achetaient la suite parce qu'ils avaient vu que c'était un bon achat. Absolument, donc, c'est toujours le secret. Voilà. Mais c'est aussi parce que j'ai vu qu'en Suisse les gens aiment bien les choses imprimées, enfin Suisse quoi. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai continué. Mais quand je suis arrivée au tome 9, bah là j'ai plus pu quoi, parce que j'avais beaucoup de stock de tout et j'allais pas réimprimer 1000, je sais pas quel tome, plus 1000, je sais pas quel tome, pour avoir 1000 tomes neufs. Donc à partir... Entre-temps, tu avais quand même passé ce contrat donc, avec iDiffusion qui faisait que tes livres étaient en librairie, mais avec des revenus qui ont baissé du coup, ou tu t'es compensé? Non, alors ça m'a augmenté mon revenu mensuel, ça c'est sûr. Mais après, c'est pas faramineux non plus. Il faudrait que je le fasse une fois à la moyenne, parce que c'est quand même moi qui... On disait que j'ai plus rien à faire, mais il faut que je fasse quand même tous les trimestres les factures. Donc oui, mais oui, moi ça me rapporte quand même, on va dire, du beurre dans les épinards. Les épinards... tu manges rien le d'autre grain que les d'épinards, épinards. la feuille d'épinards. Mais oui, donc c'était quand même, d'un point de vue marketing, de passer à l'impression suisse, d'ouvrir la maison d'édition. Tout ça, ça a permis de propulser le livre. J'ai également pu démarcher la Belgique et la France pour avoir mes livres en librairie belge et en librairie française. Donc j'ai bien vu que tout ça... Et ça, c'est iDiffusion qui a géré ou c'est moi qui ai géré. Donc c'est moi qui ai fait... pas de diffuseur pour la Belgique et la France? Si, j'ai un diffuseur belge, distributeur belge et un distributeur en France. Mais c'est moi qui ai été faire les partenariats. Oui. Et voilà, donc tout ça, c'est des petits bonus financiers, on va dire. Mais c'est pas le principal de mon revenu. Le principal, c'est vraiment la vente directe, en fait. Mais donc, avec vente directe, dans des marché, salon du livre, etc. Ouais. Et ça, t'en fais combien à peu près, juste pour voir. Alors, tu nous as dit en off, je ne bats pas Nicolas Feutz, qui est quand même la référence, comme chacun sait. Oui, quand il est venu ici, on était un petit peu scotché. Moi, je pense il n'est pas humain, Nicolas, si tu nous écoutes. Mais à peu près. Le mois d'août, j'en ai 12, donc ça fait à peu près un jour sur 2. Alors que le mois d'août, tout le monde est en vacances, il n'y a que toi qui dédicace. mais écoutez, et sinon, c'est quand même à peu près tous les week-ends. Donc, y a toute l'année. Oui, à peu près. Bon, janvier, février, c'est la période creuse pour moi, apparemment pour Nico et Marc. Non, voilà. Mais janvier, février, c'est clairement pour moi la période creuse. Mais à partir de mars, oui, j'essaye de faire au moins une par semaine et sinon 2. Et donc, des fois, forcément plus, quoi. Ça dépend de plein de choses. Donc surtout des marchés, des salons, plus que des librairies finalement. Oui. Parce que les salles... Alors, j'en ai pas fait assez pour faire une vraie stat extraordinaire, mais les dédicaces en librairie, c'est vraiment pas beaucoup de livres vendus. Oui. Les quelques fois que j'ai fait, c'était 10, 15, 20 livres, alors qu'une journée, une vraie bonne journée sur un marché, des fois, c'est 100 livres, quoi. Donc, et en plus, c'est 100% dans ma poche, entre guillemets. Oui, alors qu'en librairie, ça passe par le dépôt de diffuseur. Oui, donc ouais, voilà. Pour l'instant, c'est plus de dédicaces privées, si je puis dire, que des dédicaces en librairie. Donc, changement de barreau. Apparemment, il manque pas de petites pièces. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont l'air solides, ces barreaux. Donc, tout ça est un succès... À féliciter. Voilà. Félicitations. À remarquer, en tout cas. Mais tu décides quand même à un moment, tu te fatigues un peu de travailler 120 heures par semaine. Et moi, je trouve que tu lambines un petit peu quand même. Et tu te dis... Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, voilà, là, tout ça, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai quand même une maison d'édition derrière? Est-ce que c'est formulé à ce point-là? Est-ce qu'on vient de chercher? Non, c'est pas formulé tout à fait à ce point-là. Et parce que donc au tout début, quand on me demandait comment tu voyais ton projet, pour moi, c'était clair que ça resterait de l'auto-édition. Dans le sens que quand j'ai écrit le tome 1, que j'étais en formation, je me suis renseignée sur comment fonctionne l'édition. J'ai appris qu'un auteur touchait en moyenne, on va dire, en littérature adulte, entre 8 et 10%. En jeunesse, c'est la moitié. Et puis à partager avec l'illustrateur quand il y en a un. Donc j'ai déjà appris très vite qu'un auteur ne touchait rien. Et en plus, j'ai appris que le délai entre le moment où on envoie nos manuscrits à des éditeurs et le moment où on est en librairie, ça peut durer 5 ans dans les pires des cas et 2-3 ans dans les meilleurs des cas.
Et à ce moment-là, je me dis, moi, j'ai pas envie d'attendre autant de temps, et en plus, pour rien gagner. Donc, pour moi, c'était clair que ça allait être un projet en auto-édition à peu près tout le temps. Alors, il y avait, je pense, cet aspect-là un peu matériel des choses, mais qui est... on te comprend. Et puis, il y avait quand même aussi le fait que tu avais créé ton univers de toutes pièces qui était avec une identité hyper forte, parce que Mysterian, il y a une identité dans le logo, dans le titre, enfin tout est réfléchi. Toute ta vie, tu vis quand même dans un van aux couleurs de Mysterian. Je sais pas si je l'ai mentionné. Mais on n'a pas encore parlé du van. Elle a un van. Et donc, je dirais que, enfin, il me semble, corrige-moi si je me trompe, mais se dire, ok, j'ai créé tout cet univers-là, je suis seule aux commandes et j'en suis bien contente parce que je pense que d'après ton tempérament, t'aimes pas trop qu'on te dise ce que t'as envie de faire, et lâcher l'affaire pour dire, je vais laisser une partie de cet univers à une maison d'édition, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On a le droit de dire, oui, hein, oui. Donc ce qui est en train de se passer avec Ozu Suisse. France. C'est Ozu France qui reprendrait Mysterian. D'accord, Ozu France qui reprend Mysterian. J'imagine que tu as négocié beaucoup de choses pour garder l'identité de cette héroïne. Comment ça s'est passé ? Eh bien, comment ça s'est passé ? Donc, au début, effectivement, tu dis j'aimais bien garder le contrôle sur mon projet. Et je pense que la meilleure métaphore, qui parlera qu'à la moitié des auditeurs, même qu'aux auditrices, c'est la métaphore de la grossesse. Et je n'ai jamais été enceinte, une métaphore culottée, mais j'y vais quand même. Je te dirai si ça me dit de parler. Et ben, ça ne peut que te parler parce qu'on est sur du biologique. Donc pour moi, le projet Mysterian, ça a été comme ces 4 ans de projet Mysterian, c'est comme les 9 mois de grossesse. Et non, je suis tellement fatiguée que je me plante de métaphores. J'arrive à la métaphore suivante. Coupé. Non, en fait, la métaphore de la grossesse, c'est une autre. C'est pour moi le processus d'écriture. Mais bon, bref, on passe à la suite. Donc, le bébé est accouché et on arrive à la métaphore suivante de la maman qui fait tout ce qu'elle peut pour ses enfants jusqu'à leurs 18 ans. Et à un moment, le gamin, il doit prendre son envol et faire les choses toute seule. Et Mysterian, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais bien plus pour ce projet. Et en fait, maintenant, il faut que le projet... Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas garder mon enfant jusqu'à ses 25, 30, 40 ans. À un moment, il faut qu'il parte. Et la reprise par un éditeur, c'est ça, en fait. Parce que, étant toute seule, je ne peux pas faire plus que mes 120 heures semaine. Je ne peux pas faire plus que tout ce que je fais déjà. Et en fait, Mysterian, il faut qu'elle prenne son envol toute seule et qu'elle passe chez des pros, en fait. Et Ozu va pouvoir faire tout ce que moi je peux plus faire techniquement, physiquement. Je suis quand même assez fatiguée. D'ailleurs, je me plante dans mes métaphores. Alors, c'est rien de le dire, le signe de la métaphore. Voilà. Donc pour moi, c'est comme avant, j'étais la mère d'un ado qui veut surtout pas laisser son ado partir parce que non, il faut qu'il reste à la maison. Je le surveille, je l'éduque, je fais ce qu'il faut, etc. Et maintenant, je suis la mère qui dit allez, vas-y, dégage. J'en peux plus. C'est violent. Comme Tanguy. Mais t'aimes plus non, j'adore Mysterian. C'est vraiment du lâcher prise parce qu'effectivement, Ozu va refaire les couvertures, ils vont changer la tête, enfin, ils vont changer l'allure de Mysterian, ils vont changer les titres, ils vont illustrer l'intérieur, donc ils vont certainement sabrer 5000 mots sur les 35 000. Et là, t'as un droit de regard là-dessus ou t'as vendu... Tout ça, c'est en cours de discussion. Ouais. Là, on est vraiment en train de parler d'un truc qui est même pas encore... donc, je sais pas comment, quoi, quand, comment. La seule chose que je sais, c'est qu'un tome 1 sortira, le tome 1 en mars 2026, c'est tout. Donc, mais moi, maintenant, je suis au stade où, effectivement... Je veux pas dire que tout est ok, mais à peu près tout est ok. S'ils me font un Mysterian cartoon, là c'est clair que c'est pas ok. Mais comme tu l'as dit, c'est un univers qu'ils reprennent, donc ils vont pas pouvoir faire du coq à l'âne avec ce qu'ils reçoivent, donc ils devront quand même, je pense, tantiner s'aligner à ce qui existe. Non, puis il y a une raison pour laquelle ils reprennent. Exactement. Il y a une raison pour laquelle ça marche. Ouais, donc il faut aussi garder si c'est pour tout changer, ça n'a pas de sens. Du projet. Ouais. Mais là, je suis la maman qui regarde son ado de 18 ans avec confiance et qui dit voilà, t'as fait un bon bébé, il va bien se débrouiller, tout va bien se passer. Et là, donc oui, puis t'as bien travaillé, quoi. Donc je veux dire, je pense qu'au contraire, puis ils sont venus te chercher quand même. Oui, c'est voilà, pas toi ça. qui allais les solliciter. Donc ça, tu peux aussi t'en enorgueillir parce que c'est quand même pas si fréquent que ça, des maisons d'édition qui repèrent la petite autrice suisse, belgeo-suisse, je sais pas comment on dit ça. Belgo-suisse, ouais. Qui a fait tout ce chemin. Ozu, c'est quand même une très grosse boutique, donc s'ils viennent te voir pour dire on est intéressé, on reprend sur quelque chose qui a déjà été édité en plus, c'est qu'ils y croient bien, quoi. Donc bravo.
Après, pour la suite, donc Mysterian, il va ressortir, remarketé, disons. Et puis, la suite, toi, tu vois ça comment? C'est-à-dire que pour toi, maintenant, tu restes hybride pour certains projets. Donc, hybride, pour rappel, c'est certains titres en maison d'édition et puis d'autres titres en indépendant, en auto-édité. Est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux tout passer chez Ozu? Alors, Brigand, le chien détective, le petit album ici, celui-là, il reste actuellement en auto-édition. Il y en a 2 pour l'instant. Donc ça, après, si un jour un éditeur veut le reprendre, je suis tout à fait ouverte à ce que ce soit repris. Mais je pense que j'ai plus envie d'écrire si c'est pour de l'auto-édition, dans le sens que, on l'a dit tout à l'heure, quoi, c'est un rythme. Je me suis bien fatiguée à faire autant de travail toute seule. Et là, je pense que maintenant, vu que je sais tout ce que ça implique de l'auto-édition, et vu que je l'ai fait pendant 4 ans à fond, je crois que j'ai plus envie de faire tout ça si c'est pour ne pas être sûr que ça va se vendre. Alors tu vas me dire, on n'est jamais sûr avec une maison d'édition, mais au moins tous les risques, c'est eux qui les ont pris. Moi, ça m'aura pris 1 mois, 2 semaines de plan et 2 semaines d'écriture. Et après, voilà, au pire, c'est tout ce que ça m'aura pris. Donc je pense qu'à l'avenir, j'ai plus envie de faire de l'auto-édition. Sauf si j'ai l'impression que je détiens le best-seller et qu'aucun éditeur ne voudra le publier. Il faut jamais dire jamais. Mais c'est super intéressant. Alors en même temps, ça va casser le moral de tous les auteurs auto-édités qui nous écoutent, je pense, parce que... Mais non, chacun son chemin. Alors chacun... Oui, tu as raison, comme tu es sage, Cyril. C'est incroyable. Non, mais tu as complètement raison, mais c'est vrai que moi, quand je t'écoute... en tout cas, le message, c'est qu'il ne faut pas se laisser décourager parce que vous entendez quelqu'un comme Clarisse qui fait un choix ou un autre. Qui fait un choix ou un autre, effectivement. Et mais après, bon, il peut y avoir des choix dans les 2 sens. Et puis, voilà, mais c'est un succès en auto-édition, mais, et c'est bien de le souligner aussi, ça vient pas comme ça, ça demande énormément d'investissement. Et je pense que ce qui est important à dire pour tous les auteurs auto-édités qui font forcément de l'auto-édition, c'est que, en fait, tout dépend de votre objectif. Si vous voulez en vivre, c'est possible d'en vivre en auto-édition, mais ça va vous demander un sacrifice ultime. J'ai rencontré plein d'auteurs qui m'ont dit « Mais comment t'as fait pour vendre autant de livres ?» J'ai pas de famille, enfin, j'ai mes parents, mais moi, j'ai pas ma propre famille, j'ai pas de compagnon, j'ai pas de maison, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. C'est en fait parce que ma vie, c'est mon projet. Et donc, c'est pour ça que j'ai réussi à vendre autant de livres. Mais si t'as un métier à côté, cher auteur auto-édité, et que t'as une entrée financière plus ou moins stable et que ça te suffit, fais comme tu veux avec tes livres, en fait. Moi, c'est parce que j'ai pas vraiment de métier à côté et que donc je dois gagner des sous avec mes livres. C'est pour ça aussi que je me suis mis, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets pression, vu tout ce que je vous ai dit, où j'ai fait tout un peu à l'arrache, on verra bien comment ça se passe. Mais quand j'ai compris que je pouvais potentiellement gagner mon argent avec ça, j'ai vraiment décidé de mettre les bouchées quadruples. Mais si c'est pas un projet de vie et que l'auteur édité... il est content de vendre quelques livres et d'avoir quelques francs, euros par mois sur son compte avec ça, il n'a pas besoin de faire tout ce que je fais, ça c'est clair. Et d'ailleurs, 99,9999% des auteurs ont un autre métier à côté. Alors, ce qui, en l'occurrence, n'est pas ton cas, mais là, donc, les choses vont a priori changer puisque plus d'auto-édition, donc peut-être plus de volume de livres vendus. C'est tout le mal qu'on te souhaite, mais on en revient quand même à ces fameux 3-4%. Moins de revenus. En fait, moins de revenus. De 3, donc moins de revenus. Donc pour moi, ça va... Tu vois les choses parce que... alors voilà. T'as négocié combien d'Avalois? Mais ça veut dire que là, tu es en train de nous dire, tu vas faire quelque part, enfin, tu vas être obligé de reprendre un boulot alimentaire, quoi. J'espère pas un boulot alimentaire, parce que... Mais alimentaire au sens premier du terme, sans la connotation péjorative nécessairement, mais juste quelque chose pour pouvoir mettre de l'essence dans ton van. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est une des grosses méga, parce que j'en ai pas mal d'interrogations sur mon avenir, c'est comment va se profiler 2026. J'ai mis de l'argent de côté pour tester 1 année. Et peut-être plus si je suis économe, mais on verra. Et en gros, je veux voir comment ça démarre avec Ozu. S'ils vendent tellement plus de livres que moi, que ça me permet de gagner la même chose que maintenant, ce qui est techniquement impossible. On avait fait le calcul, il faudrait vendre plusieurs milliers de livres tous les mois. Donc si on n'a pas les traductions et tout, c'est impossible. Enfin, c'est difficile, on ne va pas dire impossible. Mais ça va être la grosse question. Comment va se passer, comment va être ma vie financière à partir de l'année prochaine. Tout le monde me dit c'est génial, t'as une maison d'édition qui reprend. Oui, c'est génial, mais financièrement ça va être tout à fait l'inverse de maintenant. Donc je verrai bien, c'est de l'expérimentation et en même temps, si un éditeur reprend mes livres, ça va m'enlever 1/3
de mes 120 heures. Ça veut dire que ça va me faire gagner beaucoup d'heures par semaine. Et donc, potentiellement, je pourrais avoir un petit métier à côté, à 50% ou j'en sais rien. Mais je pense que, en fait, tout le stress, toutes les responsabilités de ma casquette d'éditrice, je les aurais plus. Oui, parce qu'on parle des heures, mais il y a aussi l'impact, j'allais dire émotionnel, mais l'impact psychologique, la pression que tu te mets. Personnel, et ça se compte pas en heures, mais vraiment, ça impacte ta vie directement. Ouais. Tu peux avoir envie de te dire, voilà, j'ai envie de partir en vacances et de décrocher. Actuellement, non. Oui, j'en ai très envie, mais non, je peux pas. Mais elle a un van, elle est tout le temps en vacances. Mais c'est ce que les gens disent, c'est trop bien. Mais en fait, des fois, je vois même pas où je suis garée. Parce que je sors de mon lit, je travaille, et puis je m'en vais au spot suivant pour la dédicace. Donc, je suis dans un van, mais je fais pas du tout la van life, la hashtag van life qui va avec mon moyen de vie actuel. Mais non, ça va être la grosse question. On verra. Franchement, j'en sais rien. Dans l'idée, j'ai quand même envie de continuer à écrire 3 ou 4 romans par année, donc de toute façon, je vais continuer ça. Et Ozu est OK sur ce rythme potentiellement ou parce que eux, ils sont même contents. Je pense qu'ils sont contents. Mais en restant sur Mysterian ou avec d'autres Mysterian, séries? De toute façon, la série s'arrêtait au tome 10. Donc ça, c'était donc là, c'est fini. Voilà. Après, forcément, il y a une belle ouverture dans le dernier chapitre du tome 10 pour une nouvelle série. Mais si cette nouvelle série il y a, de toute façon, ça ne sera pas avant 2032. Parce que là, si on sort 2 romans par année à partir de 2026, ça fait pendant 5 ans, voilà. Ouais, ça veut dire que jusqu'à 2031, il y a la nouvelle collection Mysterian et que potentiellement, au cours de 2031 ou 2032, on enchaînerait avec la nouvelle série. Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais encore envie revenir. Alors toi, ça t'empêcherait pas de les écrire en amont et puis voilà. Ouais, mais après, j'aurais plus envie de parce qu'en 2032. Non, complètement. Et puis en plus, j'aurais plus envie de les s'ils sont repris à ce moment-là pour être corrigés, etc. Moi, je suis pas sûre dans 5 ans d'avoir envie de recorriger un truc que j'ai écrit il y a 5 ans. Je serais plus du tout dans le même mood et tout. Donc non, on verra à ce moment-là si on fait une Mysterian 2.0 en 2031-32. Mais oui, il y a la collection Frisson Suisse. Comme je suis belge, il y a l'équivalent en Belgique, donc je peux aussi écrire pour Ozu Belgique. Oui, parce que Frisson, tu vas en sortir un qui sort fin août. Qui sort fin août. Et puis, le trésor de la grande Dixence. Et pas de chance. Ou gros coup de chance, j'en sais rien, pour la com. Éboulement aux alentours du barrage. Donc actuellement, l'accès au barrage est fermé. Mais donc en tout cas 1 voire 2 Frissons Suisses par année. Ils m'ont commandé aussi une série sur le hockey sur glace dont le tome 1 sort en même temps que le Frisson Suisse, donc ça fait de toute façon une série sur le hockey qui a raison de 1 ou 2 tomes par année. Donc de toute façon il y aura des écritures et des sorties, ça c'est clair. Après la question c'est est-ce qu'il faudra que je glisse un métier là-dedans ou pas. Bon, après, c'est pas quelque chose qui te fait peur, je pense, avec tout s'il faut faire ça. Non. Voilà, en fait, le truc, et ça, on revient un peu le côté, t'as pas une petite musique mystique de fond d'écran sur le côté synchronicité, j'ai ultra confiance depuis que j'ai eu autant d'alignements, j'ai ultra confiance que quoi qu'il se passe, ça va devoir se passer comme ça. Et ça va m'amener de toute façon exactement là où il faut que j'aille, en fait. Et cette confiance que j'ai en la vie depuis que je fais ça et que j'ai la preuve que ça marche, mes synchronicités, ça me fait un peu lâcher prise dans le sens ça va marcher en fait. Je sais pas comment, je sais pas à quel moment, mais je sais que tout va m'amener exactement là où il va falloir. Mais je pense que t'as vraiment un super mental, quoi. Ouais. C'est très inspirant, comme... Mais c'est vrai. Ouais, complètement. Ça nous laisse bouche bée. Ce qui est rare pour Catherine. Non, mais je médite tout ça. Je prends exemple. Aucune envie d'aller chez l'adulte ou dans d'autres genres? Bien sûr que si. Ah, voilà. Oui, j'ai très envie. Et en fait, on disait tout à l'heure que j'ai pas vraiment d'autres revenus. C'est pas tout à fait vrai, vu que j'ai ces quelques mois de travail dans le cinéma par année. Ce qui fait quand même un tout petit revenu de temps à autre. En fait, j'adore ce milieu du cinéma. Et j'adore le milieu de l'écriture. Et quand on relie les deux, ça fait scénario. Quoi? Exactement, d'écriture de scénario. Donc je me dis, pourquoi pas, peut-être un moment, quand je me pencherai sur la question, est-ce que je me lancerai pas dans ça, en fait, dans cette combinaison? Donc on verra, c'est une possibilité. Et la littérature adulte, je reviens sur mon fameux roman poubelle. L'intrigue me plaît, donc j'ai peut-être envie un jour de la ressortir et de me pencher là-dessus, mais on verra. J'ai déjà vu au fil de la série Mysterian que... ma plume s'est aiguisée et que j'ai dû, sur les derniers tomes,
me rappeler avec force que j'écrivais pour des enfants. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai changé de tranche d'âge pour les 3 derniers romans, parce que le tome 8, il est... Pour un 9 ans, ça va pas, donc je suis passée à 12-14 pour les 3 derniers. C'est le syndrome Harry Potter, ça. À la fin, tout le monde meurt et on est dans le truc. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Non, on ne meurt pas, vous pouvez acheter à vos enfants. Alors, il y a bien un mort dans le tome 8, mais en fait, c'est dans la complexité des intrigues. Il y a des sauts dans le temps, un chapitre sur 2 en 1980, un chapitre sur 2 aujourd'hui. Donc, ça demande déjà beaucoup plus de... Il y a beaucoup de choses. C'est ça. Donc, et en fait, j'ai senti au fil de la série Mystérienne que j'étais tout gentiment prête à passer à... C'est ça qu'il y avait aussi peut-être un besoin, toi, dans l'écriture, d'aborder des choses un peu plus complexes dans la construction. Et c'est sûr que l'écriture pour jeunesse, c'est un côté beaucoup plus linéaire et on doit être dans un cadre. Et puis surtout sur une série, je pense que les enfants ont besoin d'un tome à l'autre de retrouver toujours un peu la même construction. Mais en même temps, c'est génial pour ceux qui vont grandir avec la série et qui vont pouvoir avoir accès au plus grand, au dernier tome, et qui vont en tirer beaucoup plus de plaisir qu'un truc un peu plus flanc par rapport à leur âge, je veux dire. Ouais, j'ai même des parents qui, quand ils ont vu la sortie du tome 10, ont compris, ou ils n'avaient pas capté avant, que déjà 8 et 9, c'était pour les 12-14, et qu'il y avait des ados de 14 ans, et qui tout d'un coup ont dit en fait ça aurait pu continuer pour mon enfant, et donc ils ont acheté 8, 9, 10 pour un enfant de 14 ans. Et en fait, ça fonctionne tout à fait. Okay. Donc c'était aussi l'idée. Ils sont indépendants. Toutes les histoires sont indépendantes les unes des autres. Les personnages évoluent, donc si on veut suivre l'évolution, on lit dans l'ordre. Si on est intéressé uniquement par l'enquête, on peut lire dans le désordre. D'accord. À la façon des héros de notre enfance, dont Fantomètre. Les Clubs des 5, les 4 As, etc. C'était effectivement des personnages récurrents avec des petites évolutions, mais on arrive... Bon, c'est bien de faire comme ça. Donc il y a un coffret, donc il y a le coffret, mais ça c'est des éditions très limitées en fait, puisque quand ça va passer chez Ozu, ça c'est des collectors là que tu as sur la table. Donc tu auras le droit de les vendre encore ? Normalement non, mais si j'arrive pas à écouler le stock, moi je vais pas le jeter, ça c'est clair. Donc je verrai bien comment je fais d'ici là, mais... Donc, chers amis auditeurs, il faut vite les acheter. Ils sont en réduction et en solde sur clarisboens.com. Oui, donc non, mais ça, il faut... Vrai, oui. Voilà, donc sur ton site, tu as une boutique en ligne. Absolument. Donc, clarisboens, tout attaché. On mettra dans les notes de l'épisode, mais avec le coffret, avec ou sans, les gens font comme ils veulent. Ouais. C'est qu'une boutique ou tu as un blog ou quelque chose où tu publies régulièrement ou une newsletter, t'as pas le temps. J'aimerais beaucoup, mais j'arrive pas. Mais oui, c'est tout un site, mais des blogs et des newsletters. D'ailleurs, mon dernier article date de je sais pas quand. D'ailleurs, je sais même plus lequel c'est, le dernier article, tellement que ça fait longtemps. Non, j'ai pas trop le temps de... Oui, mais après, il faut faire des choix. Hein. C'est comme toute chose, mais peut-être tu auras un peu plus le temps, justement, quand tu auras cette reprise. Parce que, d'un point de vue communication, va y avoir certainement des choses qui vont changer, mais je pense que tu as tellement... muté. Exactement. Mais je pense que c'est drôle parce que quand on t'entend parler, tu dis Mystérian, ça suffit maintenant, je veux plus en entendre parler. Non, c'est pas que ça suffit, c'est le travail autour de Mystérian. Bien sûr, en fait, mais ça reste Mystérian et je pense que tu vas continuer à l'accompagner. Et maintenant, je me réjouis de voir. En fait, c'est clair que j'ai peur quand ils vont me soumettre le premier croquis cover de Mystérian. J'ai ultra peur, mais en même temps, je leur fais confiance, dans le sens que c'est quand même des pros, ils savent ce qu'ils font. En France, c'est la deuxième plus grosse en littérature jeunesse de maison d'édition. Donc, il faut que je fasse confiance. Puis, je reviens sur ma métaphore de l'ado de 18 ans, tu lui fais confiance, quoi. Si t'as bien dressé ton enfant. Il faut qu'il fasse ses propres erreurs. Voilà, exact. Et donc voilà, j'ai peur, mais en même temps, j'ai confiance. Et puis, je me dis que, de toute façon, je peux pas faire plus. Donc... Oui, t'arrives au bout de... Ouais, t'es au bout d'un cycle. Puis, on va parler de cycle, c'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on pose comme question à notre invité ? Moi, j'avais des questions techniques. C'est pour ça que je te regarde, je suis sûre que là, c'est la partie où tu commences à parler de la popote. On va parler popote, voilà. Un tout petit peu, mais parce qu'on est déjà 1h20 d'interview, ce qui est cool. Allez, on a une dizaine de minutes pour parler popote. Tu as l'air, dans ce que tu décris comme farfelu, quand même très structuré, notamment dans tes phases de création puis d'écriture, avec un plan prédéterminé. Donc tu as affiné des outils au fil des épisodes. Des tomes. On n'est pas loin au fil des tomes. Comment tu fonctionnes en pratique ?
Tu fais un plan sur papier, c'est toujours le même schéma narratif, simplement tu remplis les trous. Comment ça se passe ? Parce que si tu fais ça, tu vas t'ennuyer, je pense. En fait, alors au début, je pense les quelques premiers tomes, peut-être jusqu'au 5, j'ai fait à peu près tout le temps la même chose, mais alors, en commençant à zéro, donc je remplis pas un document qui existe déjà. Ma technique, c'est la suivante. Je sais qu'en moyenne, il y a 14 chapitres dans la littérature jeunesse et donc dans les mystériennes. Donc je prends 14 feuilles blanches, j'écris chapitre 1, 2, 3 et 1 au-dessus de chaque page, et puis ensuite je développe en 3 idées d'abord, ce qui va se passer dans le chapitre 1, le 2, le 3, le 4. Donc c'est d'abord 3 tirets, il y aura plus ou moins ça, plus ou moins ça, plus ou moins ça. Ça me permet de voir si dans l'ensemble ça tient la route, et après je développe chaque page en une page, voire 2 pages complètes de tirets. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Moi, je fonctionne vraiment par bullet points, en fait. Au début, je faisais papier sur le... Donc, tu as un synopsis relativement détaillé des événements. Et en fait, au plus mon synopsis est détaillé, au plus je peux écrire vite. Clairement. Et parce que je me pose plus la question dans la phase d'écriture. Qu'est-ce que je vais écrire, En fait, je l'ai déjà totalement vu et retravaillé dans le plan. Ouais. Et du coup, les gens, il y en a plein qui me disent « Oh, mais du coup, ça doit être ennuyant, t'as pas le truc de libre cours à ton imagination. » Mais si, mais dans le plan, en fait. Dans le plan. Complètement dans la phase des plans. Et en général, je me donne 2 semaines à 1 mois, ça dépend si je dois faire beaucoup de recherches, genre le roman sur le hockey sur glace. J'ai dû faire beaucoup de recherches parce que je n'ai jamais touché une crosse et chassé un puck de ma vie. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'étais dans des clubs, j'ai vu des matchs, etc. Mais si c'est des sujets que je maîtrise, forcément la phase de recherche va aller plus vite. Et après, une fois que mon plan, et on arrive à la métaphore de la grossesse, désolée pour la confusion tout à l'heure, une fois que mes plans sont terminés, c'est comme je suis au 9e mois de ma grossesse, quoi. Maintenant, ça doit sortir. Et je le sens quand mes plans sont prêts, en fait, parce que je sens ce besoin d'écrire qui est vraiment, il devient presque vital. Autant quand je suis dans les préparations, dans les plans, c'est comme dans la grossesse, t'accouches pas à 4 mois en théorie, donc je sens que je suis pas sinon, prête. c'est un peu raté le résultat. Ouais. Et quand mes plans sont totalement abouti, là il faut que j'écrive. Et après, l'astuce que j'essaie de donner, que je donne quand on me le pose la question, c'est que une fois que je suis prête à accoucher, j'accouche en une fois. C'est-à-dire que j'écris 1 ou 2 chapitres tous les jours. Non, mais du premier au dernier chapitre. Parce qu'en fait, j'ai testé avec mon fameux roman brouillon pendant 3 ans, la méthode inverse, à savoir j'écris quand j'ai le temps. Et pour moi, ça n'a pas du tout marché. Parce qu'à chaque fois, je relisais, donc je corrigeais, et puis finalement, je faisais que de la recorrection. Ça existe. Non, mais j'ai rien dit, vous êtes 2 contre moi, j'ai bien compris. Non, en plus, non, pas spécialement. Mais non, chacun écrit comme il veut. Pas spécialement. Mais il faut trouver le système qui te va, en fait. Il faut trouver le système qui te va, effectivement. Donc, clairement, je pense que tu passes plus de temps sur le plan que sur la phase écriture proprement dite. Ouais. Pour écrire un plan pour une mystérienne, tu mets combien de temps en moyenne ? Ça dépend des phases de recherche, mais on va dire en moyenne 2 semaines. Ouais, donc juste sur un plan de 14 chapitres, effectivement, enfin juste, je vais pas paraître minimiser la chose, mais c'est vrai que... Mais après, ça me permet d'écrire vraiment dans la phase sprint, c'était une expérience en 7 jours. Je peux écrire un mystérienne qui est l'équivalent, c'est 2 frissons suisses en volume. Et parce que j'écris, ça c'était un test pour le tome 5, 2 chapitres par jour. Après, si j'écris 1 chapitre par jour, 14 jours. Et si je suis pressée par le délai, eh bien 2 chapitres par jour, ça va aussi. Mais juste, c'est que possible pour moi parce que les plans, j'ai qu'à dérouler mon plan en fait. Ouais. Tu travailles. Alors, ce matin, on a fait l'épisode sur la bêta-lecture. Oui, je travaille avec des bêta-lecteurs. Voilà, tu as des bêta-lecteurs. Ouais. Tu as comment ça se passe ? T'as pas des alphas, t'as des bêtas. C'est une fois que tout est terminé ou comment ? Alors, une fois que le premier jet est terminé et que j'ai fait mes 3 premières relectures corrections. Il y a d'abord, merci papa, maman et ma sœur, qui passent en premier bêta-lecteur. Et après, j'ai un groupe de 10 à 14 enfants qui sont toujours différents. J'ai quelques fidèles depuis le début de la série, mais sinon j'essaie de changer. Étant donné que c'est une série en tomes compagnons, donc c'est-à-dire qu'on peut lire dans le désordre, c'est important pour moi d'avoir des bêta-lecteurs qui n'ont jamais lu les tomes précédents pour voir s'ils comprennent quand même. Donc en général, j'ai une dizaine, 10-15 enfants qui reçoivent un exemplaire spécial avec des pages supplémentaires après chaque chapitre, avec des questions-réponses, etc. Ils reçoivent ça par la poste. Et puis, on fonctionne avec les parents. J'ai un groupe WhatsApp pour tous les parents de bêta-lecteurs. Ils me font des photos de tout ce que les gamins ont annoté, fluoré, entouré, etc. Comme ça, ils peuvent garder leur exemplaire. Et puis, moi, je travaille après sur les photos, les retours des enfants. Alors, je suis en train de me dire, ça, c'est un truc, je trouve, hyper intéressant et il va falloir qu'on refasse notre épisode sur la bêta-lecture parce que ça, c'est quelque chose, enfin, je sais pas ce
ce que t'en penses, Cyril, mais je crois qu'on n'a pas parlé de la bêta-lecture spécifique adulte ou jeunesse, mais je trouve qu'avoir des bêta-lecteurs enfants, c'est... Alors pour moi, c'était ça coulait de source dans le sens que d'ailleurs Ozu ne travaille pas avec des lecteurs enfants. Non, et avec des enseignants. Ouais. Pour moi, la question était tout de suite, bon, ok, mon livre s'adresse à qui, et est-ce que cet enfant-là va comprendre ce que je vais écrire? Alors clairement, mais l'écueil que je vois, et justement je suis curieuse d'entendre ta réponse, c'est qu'un gamin de 9 ans, est-ce qu'il arrive à te faire un retour exploitable? Eh bien, parce que je les briefe de ouf avant de commencer, oui. Tu les trouves où, ces gamins? Au début, c'était des recherches sur les réseaux sociaux, qui a des enfants entre 9 et 12 et qui veulent bien lire. Et puis, qui veut me prêter son enfant. Voilà, c'est ça. Et comme je fais beaucoup d'ateliers dans les écoles, il y a aussi souvent des enfants qui se proposent à la fin, quand je leur explique toute la partie bêta-lecteur, est-ce qu'on peut être votre bêta-lecteur pour le tome suivant, quoi. Excellent. Donc moi, c'est aussi comme ça que je les ai, mes bêta-lecteurs. Et en fait, ce que j'explique vraiment aux enfants, c'est si tu me dis que mon livre te plaît, en fait, ça va m'énerver. Parce que j'aurais l'impression que tu n'oses pas me dire ce que tu n'as pas aimé. Or, écrire un bon livre du premier coup, c'est quasi impossible, quoi. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, c'est tout ce qui ne fonctionne pas dans mon livre, les mots que tu n'as pas compris, les chapitres que tu as trouvés trop longs, trop ennuyants, machin. Donc, je leur explique vraiment en long et en large que moi, ce que je recherche, c'est de la critique négative, en fait. Et une fois qu'ils ont compris qu'ils ne vont pas me blesser, déjà, ils sont beaucoup plus... ils se sentent plus libres. Et après, pour les plus jeunes, je fonctionne aussi avec un code couleur. Tu fluores en vert tous les passages que tu as bien aimés, en jaune les mots ou les passages que tu n'as pas compris, et en orange ceux que tu n'as pas aimés. Comme ça, moi déjà, quand je reçois le livre, je vois s'il y a plus de vert, de jaune, d'orange, ça me donne déjà une vision globale, et ça permet aux enfants qui n'arrivent pas à expliquer pourquoi, en tout cas de me montrer les passages. Et moi, après, en général, je comprends, ah oui, c'est vrai que ça, c'est peut-être un peu complexe. Donc ceux qui ont du mal à s'exprimer vont l'exprimer par les couleurs, et moi, après, j'interprète, et je me dis, c'est vrai que ce mot de vocabulaire qui a été fluoré plein de fois, il n'est jamais compris, donc je fais une note de bas de page, ou tout ce passage-là, ça revient systématiquement que les enfants le fluorent. Après, des fois, je peux demander aux parents, est-ce que vous arrivez à demander à votre enfant ce qu'il n'a pas compris? Donc j'ai aussi un lien avec les parents en fait via le groupe WhatsApp, mais c'est surtout le fait qu'à la fin de chaque chapitre les enfants ont ces questions-réponses, c'est frais dans leur mémoire. Je viens de lire le chapitre, je sais ce que j'ai pas compris. Si on fait un bilan à la fin, ils auront oublié ce qu'ils ont lu au début. Donc moi c'est ces pages supplémentaires que je rajoute à la fin de chaque chapitre qui fait que finalement l'enfant vient de lire et il peut écrire ce qui ne lui a pas plu en fait. Donc, c'est impressionnant là aussi, mais ça correspond à ta maîtrise de la logistique en général, parce que c'est vrai que dans l'épisode, sans spoiler l'épisode qu'on a enregistré ce matin, mais c'est vrai qu'on était en train de se dire ouais, alors quand t'as 4 bêta-lecteurs, ça va être compliqué à gérer les retours. Donc toi là, t'es en train de nous dire que t'en as 15. Mais on parle pas du même volume de texte non plus. Hein. Alors c'est vrai, mais je trouve absolument, que... Alors, t'as raison, on parle pas du même volume de texte. En revanche... on a la complexité d'un enfant qui... Des contradictions potentielles, des avis individuels qui vont être... Est-ce que tu les prends en compte? Est-ce que tu les prends pas en compte? Enfin, ça te prend combien de temps pour gérer ces retours de bêta-lecture? Déjà, je laisse aux enfants... Au début, je leur laissais 1 mois. Plus on a avancé dans le projet, plus j'étais à la bourre dans tout, et plus le délai des bêta-lecteurs aussi s'est raccourci. Mais après... ma plume aussi s'est améliorée, donc forcément, ou peut-être pas forcément, il y a eu de moins en moins de choses à corriger dans la bêta-lecture. Mais après, ce que je fais, c'est que je regarde s'il y a un seul enfant qui n'a pas compris un passage, je me dis qu'il l'a lu en faisant autre chose. S'il y a en fait, c'est vraiment ça, c'est la statistique qui me fait adapter ou pas mes passages. Et puis, voilà, j'essaie quand même de prendre en compte les retours des enfants. Mais souvent aussi, je me dis, excuse-moi, si à cet âge-là, tu connais pas ce mot de vocabulaire, moi, je peux rien faire, quoi. Donc, tu l'auras appris, ça sert aussi à ça. Oui, voilà, je me dis aussi que ça sert à ça. Puis après, j'imagine, et ça va dans le même sens, t'affines aussi sur tes équipes de bêta-lecteurs, parce que peut-être celui qui te fait des retours pas nécessairement très concluant ou très exploitable, sur le tome suivant, tu vas pas le reprendre. Exact. J'imagine qu'au fil des tomes, tu te retrouves avec une équipe de bêta-lecteurs premium. Plus les nouveaux à chaque fois, comme on disait tout à l'heure, où c'est toujours un risque, est-ce qu'il va faire son travail, je mets des guillemets, correctement ou pas, mais ouais.
Oui, alors j'allais dire, mais c'est un peu idiot, parce que j'allais dire, tu les as rencontrés personnellement. Alors ceux que tu as recrutés, si j'ose dire, en atelier d'écriture, oui. Ceux que tu as recrutés par les réseaux, tu les as rencontrés? Non, mais c'est devenu des lecteurs fidèles de la série. S'ils n'ont pas le temps de faire de la bêta-lecture, ils achètent quand même les tomes. Donc, il y en a qui viennent à des séances de dédicace, Ouais, si parce c'est que possible. ça doit être chouette quand ceux-là, en particulier, c'est l'espèce de petit groupe privilégié, quoi. Je pense que ça doit être aussi en dédicace sympa. Ouais. Puis maintenant, c'est fini. Donc, ils étaient tous aussi un peu tristes d'avoir lu le dernier Mystérian. Mais maintenant c'est fini Mystérian, mais tu vas quand même écrire d'autres trucs, sûr, donc ouais. tu vas garder non, ce vu que ça système. passe avec Ozu. Ouais, mais ça t'empêcherait pas. Oui, si c'est vrai, j'en ai. Honnêtement, j'ai pas dans les contrats, c'est pas mentionné. Je sais que je me suis permis de le faire pour le Frisson Suisse, de le faire lire par 2 enfants pour avoir un peu un avis d'un enfant. Mais je veux dire que Tu fais ça ce que va tu être veux. mentionné. Oui, mais je sais pas parce que finalement, il appartient à qui ce texte? Non, alors écoute, ou Il est alors à toi, voilà, mais jusqu'à ce que tu cèdes tes droits. Donc, la bêta lecture, même si c'est une commande ou même si c'est moi, je sais que personnellement, pour Ozu, je fais bêta lire, même sur des commandes, je fais bêta lire comme d'habitude, par qui j'ai envie. on en revient à la popote, mais c'est ta cuisine, tu l'organises comme tu veux. Ça va. Bah oui. Oui, parce que de toute façon, tu fabriques ton histoire. De même que moi, je vais en discuter des fois avec des copines pour dire tiens, je vais faire comme ci, comme ça. Après, tu peux décider que tu en discutes avec l'éditrice, mais non, il n'y aura pas de problème là-dessus. Au contraire, je pense que c'est tout, entre guillemets, tout bénef pour eux, parce que ça veut dire qu'il y a des avis en amont et le texte, il est déjà travaillé par des correcteurs qualifiés, finalement. Donc, non, ça, je pense que il n'y a pas de raison qu'ils te disent non. Je note. Après, à mon avis, parlons avec Gwenaëlle, mais je vais dire, à mon avis, ce sera des questions de plus de délai, parce que ça te rajoute du délai. Oui. Donc, selon alors, quand c'est aussi tu dois pour prendre ça. un texte à une telle date, et puis si tu dois le rendre, mais avant, tu dois avoir les bêta-lecteurs, le retour des bêta-lecteurs, etc. C'est juste à inclure dans ton planning, en fait. C'est pour ça que les 2 romans que j'ai écrits pour Ozu, j'ai pas trop pensé aux bêta-lecteurs, parce que de toute façon, c'était rendu le mois prochain, à peu près. Donc, ça allait clairement pas trop le faire, mais oui, c'est vrai que si j'ai plus de temps... Super intéressant, surtout. Carrément, ça nous donne plein d'idées d'autres épisodes. Et pour ta question de travail, pendant que le livre il est en bêta lecture, c'est là que je fais les plans du suivant. Donc tu travailles en permanence. Ouais. Et le process complet d'un livre chez moi, c'est 4 mois, donc 2 semaines de plans, 2 semaines d'écriture, plus ou moins 1 mois de correction, moi, la famille, etc. Et après 1 mois avec les enfants. Non, 1 mois avec les enfants et moi, je mets dans le même mois, plus ou moins. Et après, la correctrice éditoriale, elle le garde aussi entre 2 semaines et 1 mois. Donc au total, suivant qui prend le plus de temps, ça fait 4 mois. Et dans la phase de correction, où moi, finalement, j'ai plus de travail sur ce livre-là, à part corriger les corrections des bêta-lecteurs, mais c'est pas un travail énorme, c'est là que je me lance dans le suivant. C'est pour ça que tu en publies à ce rythme ? Ouais. Ok. Et la couverture, tu l'inclus ? L'illustration, l'illustration de couverture. Alors, pour l'instant, les Mystérian, dans leur version actuelle, sont pas illustrés à l'intérieur. Exact. Seront, donc, tu l'as dit tout à l'heure, illustrés dans la version qui va ressortir, rééditée chez Ozu. En revanche, la couverture, du coup, elles sont chouettes, les couvertures avec ce personnage. C'est qui ton illustratrice ? J'ai eu la même jusqu'au tome 6, et puis après, j'ai dû changer avec une nouvelle pour le tome 7, qui n'a pas pu faire le tome 8, donc il m'en a conseillé une autre, qui a fait le 8, le 9, le 10. Donc finalement, 3 illustratrices. Alors 3 illustratrices. Et ça se voit pas spécialement. C'est ça qui était chouette, c'est que comme on avait déjà 6 tomes, j'ai pu dire à la nouvelle pour le tome 7, en fait, tu t'alignes à ce qui existe déjà et il ne faut pas qu'on voit. Et elle a fait le 7 où c'est la première fois où Mystérian est de profil, donc on a une nouvelle version de Mystérian, mais tout le reste reste cohérent. Et c'était chouette. Et puis ce qui était bien aussi, c'est que justement en auto-édition, j'ai pu... Alors je suis désolée pour les illustratrices, mais en même temps elles ont tout su que c'était comme ça. J'ai pu dire, je veux que l'illustration soit comme ça, faire des croquis, et elles ont fait ce que j'avais envie en fait. Donc il n'y a jamais eu tout ce truc de oulala, ça me plaît pas cette couverture. C'était elles qui devaient faire ce que je leur demandais. Je comprends ton angoisse sur ce qui va arriver du coup. Oui. Un petit peu de perte de contrôle. C'est ça, mais
Mais t'as raison, c'est des vraiment un professionnels. lâcher-prise, Le plus probable, c'est que tu fasses waouh, elle me plaît trop, et puis voilà, quoi, c'est plié. Ou que tu fasses, ou d'une autre façon, ce qui peut se passer aussi, moi je trouve, dans les illustrations, c'est que tu te fais une idée. Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait ça sur mon Horreur Suisse où j'avais sorti un frisson, donc j'avais en tête, si tu veux, les illustrations des frissons qui sont assez conventionnelles, on va dire. C'est réaliste, assez doux, c'est assez réaliste. Et puis, Horreur Suisse, on a initié la collection avec Olivia Guéric, donc il n'y avait aucun précédent, en fait. Et quand bon, j'ai envoyé le bouquin, bon, etc. Et puis quand les premières illustrations sont arrivées, c'est des illustrations qui n'ont rien à voir avec Frisson, qui sont beaucoup plus un peu BD. Oui, je vois, un peu carré. C'est vraiment complètement différent. Et je m'attendais plus ou moins, comme on m'avait... À chaque fois, on disait, Horreur Suisse, c'est Frisson Suisse avec du fantastique. D'ailleurs, le logo est un petit peu rappel Frisson Suisse. Et j'ai vu l'illustration. Ma première réaction, c'est de dire, c'est quoi ce truc? C'est affreux, c'est pas possible. Mais ça a duré quelques secondes. Mais j'ai quelques secondes où j'ai été saisie parce que je m'étais fait une image dans ma tête. Et puis, c'était complètement différent de l'image mentale que j'avais envisagée. Et puis après, t'as lâché prise, t'as accepté, puis après t'as adhéré. Je me suis dit, non, mais au-delà de ça, je vais enlever les images que je m'étais faites qui n'avaient pas lieu d'être. Et puis après, j'ai regardé. Et en effet, comme on disait tout à l'heure, c'est des professionnels et c'est quelque chose qui cadre complètement bien et qui finalement me plaît beaucoup. Et je pense que le secret, c'est certainement, et ça va pas être facile parce que c'est ton bébé, parce que t'as fait 10 tomes, parce que t'es immergé dans cet univers depuis longtemps, mais c'est de ne pas comparer ce qu'ils vont te proposer à ce que toi tu avais créé. Et ça, bon, c'est facile à dire, mais je pense que tu viendras nous dire. Oui, j'ai eu le même choc que toi sur la couverture qu'ils m'ont proposée pour le hockey sur glace. En fait, avec cette série, ils vont tester un nouveau style qui n'existe pas encore chez Ozu, le style cartoon. D'accord. Et quand ils m'ont présenté les premiers croquis de la série sur le hockey sur glace, c'était pareil, j'ai fait oula, moi j'ai jamais lu un seul truc cartoon de ma vie parce que c'est pas du tout mon style. Et puis pareil, c'est un truc de faire confiance en fait. C'est pas mon style, mais c'est peut-être le style de plein d'enfants et ça va peut-être quand même marcher. Et faire confiance et puis voilà. Complètement, mais je pense que voilà, c'est un peu le secret. Puis en même temps, ça repose un petit peu de te dire que justement, tout ne repose pas sur tes épaules, que t'as pas, et tu l'as évoqué tout à l'heure, t'as pas 100% de la responsabilité. Alors on te souhaite vraiment que ça marche, mais si ça marche un peu moins bien ou comme ça, bon, attends, tu rebondiras et puis tu écriras d'autres choses, mais la responsabilité est partagée. Et ça, je pense que c'est quelque chose de reposant, quoi. On verra si ça marche. Bah écoute, on te le souhaite. Bon, après, je pense que vu ce qui s'est passé jusqu'à présent, il n'y a vraiment aucune raison. Et en fait, c'est vraiment sincèrement tout ce qu'on te souhaite parce que tu le mérites. Merci. On arrive tout doucement. T'as vu, c'est moi qui dis ta phrase aujourd'hui. Magnifique. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. C'est sa phrase. Est-ce que tu as... Du coup, j'ai rien à dire, c'est parfait. Puis j'aime bien parce que je dis ça et je repars. et puis sinon, est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose dont tu voulais nous parler qu'on n'a pas abordé? Moi, je me rends compte qu'on a dit plein de fois, on en parlera plus tard, et finalement, on a laissé les auditeurs sur le gros suspense de c'est quoi le Mystery Van, en fait. On n'a pas rebondi là-dessus. On n'a pas parlé complètement non, je crois pas. Parce que j'ai juste dit, t'avais un van, et après on est passé à autre chose. Je peux faire une micro-parenthèse de fin pour expliquer. Bien sûr. Mais bien sûr. Et puis on mettra des photos du Mystery Van. Et ben, le concept du Mystery Van, il m'est venu... pendant ce voyage avec l'autre van, en fait, pendant l'écriture des romans, je me suis vite rendu compte que, vu que j'allais choisir l'auto-édition, je ne serais pas en librairie, et que si je voulais être visible, il fallait qu'il y ait quelque chose le soit à ma place, quelque chose que j'utilise au quotidien pour faire les courses, etc. Et je me suis dit, bon, donc c'est un véhicule. Et puis en fait, je me suis dit, un véhicule que je peux vraiment utiliser pour être partout, c'est un van. Vu qu'on était en van déjà depuis, à ce moment-là, 1 an et demi, 1 an, pour moi, tout s'est assemblé. Ok, il me faut un van avec mon personnage en immense dessus, qui sera en fait mon véhicule de tournée, de dédicace, etc. Et ta maison. Et ma maison. Et bon, à ce moment-là, je savais pas encore que j'allais me séparer, mais ça allait vraiment devenir ma vraie maison. Et voilà, donc... je voulais au début un van noir, sauf que je trouvais pas de van noir, je trouvais que des blancs, vu que tout le concept Mysterian, c'est un peu noir.
Et quand j'ai contacté mon garagiste en disant bon, j'ai vu que tu avais un van blanc sur ton, il m'a dit mais tu sais quoi, j'en ai un noir qui rentre la semaine prochaine. Je dis, oh, est-ce que par hasard il serait plus grand que celui que t'as? Donc c'est ce qu'il me faudrait. Il m'a dit oui. Et donc est arrivé le van que je voulais, de nouveau dans les synchronicités. Complètement. Et puis voilà, c'était un vendeur de vin qui revendait son véhicule, donc il était vide. Je suis rentrée en Belgique, célibataire à ce moment-là, et hop, j'ai tout aménagé avec mon papa. On a fait un super truc vraiment luxe. Toi qui as fait ton van en plus. Ouais, comme je le voulais, super bien. Et puis je l'ai fait lettrer avec le personnage en immense dessus. Et le covering, donc ça s'appelle covering, le fait de mettre des immenses stickers, a quand même eu un coût, mais par contre, il a été remboursé en un contrat. Parce que comme toi, il y a des gens qui ont vu le Mystery Van, qui ont acheté 100 livres et qui m'ont fait faire une tournée dans plein d'écoles. Et en fait, ce contrat a remboursé déjà le covering en une fois, quoi. Donc, et maintenant, j'en suis au stade où il y a des gens qui me dépassent sur l'autoroute avec les gamins et qui me font coucou par la fenêtre. Et le plus beau truc que j'ai eu, c'est un car scolaire qui m'a dépassé. Et les gamins sur les derrière, ils faisaient des chœurs devant moi. Excellent. C'est magique. Donc ouais, ça m'a trop touchée. Mais du coup, d'ailleurs, puisqu'on en parle, parce qu'il y a un covering aux couleurs de Mysterian, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je pense qu'il va falloir que je change le covering. Ah ouais, alors. Et surtout qu'entre-temps, il y a eu plein de livres en plus. Donc là, Mysterian, il est 9-12 ans, mais maintenant j'ai Brigand, Chien détective pour les 5-8 ans. Donc déjà, l'âge ne correspond plus. Il y a les Mysterian 12-14. Donc de toute façon, à un moment, il va falloir envisager un tout nouveau covering qui intégrera peut-être les romans Ozu, les frissons, etc. Donc, Mais il y a plein de faces sur un van. Mais donc, oui, mais là, elles sont déjà toutes différentes. Tu vas pouvoir s'amuser quand même. C'est vrai que c'est exactement le même, les mêmes problèmes que quand on fait des roll-up ou des mono avec... Si on écrit trop de livres par année, parce que ça change alors, trop vite. Voilà, absolument. C'est pour ça que moi, j'ai mis aucun livre sur... J'ai mis Matron. Ouais. Alors, tu veux mettre ta tête en gros en sur immense. ton van. Parce que faire finalement l'image sur ton nom, et pourquoi pas. Et en tout cas, une identité marketing avec ton nom, etc. J'ai une autre idée. Ah, t'as une autre idée. Un fond fixe et le reste avec les couvertures des livres, mais en aimantable. Comme ça, tu peux les agencer et rajouter autant que tu veux. Ah. Alors, si t'arrives à rouler avec le lanterneau oui, mais j'en ai ouvert, déjà. J'ai déjà des trucs aimantables. Bon, je les ai enlevés parce que j'ai passé au car wash il y a pas longtemps, mais oui, j'ai sur toutes les faces mon logo Insta, qui est un truc aimantable. Donc en fait, tu peux tout à fait faire un fond fixe et rajouter tes couvertures au fil des sorties. Excellent. Voilà. J'adore. T'es pas prête de lâcher toute l'affaire. Non. Et c'est très bien. Bon, écoute, magnifique. Un grand merci. Merci vraiment, à vous. C'était un épisode passionnant. Pétillant, passionnant. Quelqu'un d'incroyable. Et on souhaite vraiment... merci d'être venu partager toutes tes expériences et ta bonne humeur et ton positivisme sur du haut de plume. Merci à vous. Et bien, si vous avez des questions à poser à Clarisse ou que vous voulez commander ses livres, rendez-vous sur son site, donc clarissebowens.com. On mettra dans les notes de l'épisode et sur les réseaux sociaux. Si vous voulez poser des questions, même après, ou nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, comme toujours, n'hésitez pas. Et c'est là que je te regarde pour que tu... T'as vu ? Il ne me reste plus qu'à dire. Voilà. Laissez-nous des commentaires, likez la chaîne, likez le podcast sur les plateformes. Les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Et voilà. Et puis, encore une fois, un grand merci. Et on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Ciao. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.